Bah oui, être premier, y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Mon acolyte pour cette émission n'est autre que l'insoumis Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va? Eh ben bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde. Bah écoute, ça va, c'est la première émission que j'enregistre d'une seule oreille. Puisque vois-tu, je me suis éclaté le tympan en faisant le kéké dans les rivières près de chez moi. Comment t'as fait? J'ai sauté, puis je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas sauté comme il fallait. Toujours est-il que j'ai de l'eau qui m'est rentrée dans les naseaux et ça a remonté jusqu'aux oreilles. Ah mais oui. Voilà, donc... Mais j'avais pas compris que c'était niqué l'audition quoi. Ah oui, non, là je suis bourré de médicaments, donc je tiens, mais je pense que la suite des événements risque d'être assez tu me dis, particulière. Est-ce que tu veux qu'on ajourne cet enregistrement ou... Mais jamais de la vie. Ah putain, mais... C'est pas une oreille morte qui va le... empêcher de graver dans le marbre, Daniel. Vous voyez ce courage, vous entendez ce courage, cette dévotion? Moi, c'est mon côté Mel Gibson de sa voix, tu sais. Si j'étais vous, je enverrais des chèques spontanément. Exactement. Je prends aussi l'espèce, hein. Et les PayPal, enfin tout ce que vous voulez. Alors, Super Ciné Battle, pour nous faire parvenir des listes, c'est facile. 3 films par liste, un titre si vous voulez, vous la pétez. Et vous envoyez le tout à supercinébattle@gmail.com. En ce moment, on est en train de couvrir les années 2000 à 2009. Et on totalise combien de films là déjà? 121 films. 121. Et pas des moindres. Le dernier film, enfin les 3 derniers films, allez, Agathe Cléry, Cinéman et Astérix aux Jeux Olympiques. Voilà, la France bien classée, hein, bien présente dans le classement. Oui, voilà. Si à un moment on vous dit la France, cinéma français, vous faites et juste devant, il y a Les Bons Étroits et Gamer. Donc c'est vraiment... Oui, le peloton de fin est complètement français. Et complètement français, voilà. Exactement. Juste devant, il y a Carlitos Way 2, donc... Ouais, ça situe un peu le niveau, tu vois, quand même. Hein. On est quand même... Voilà, c'est une certaine gamme de qualité. Il y a un tout petit peu de France dans la tête de ce classement. Oui, quand même, tout de même aussi. Memories of Murder, History of Violence, Millennium Actress, Le Voyage de Chihiro, The Host, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, OSS 117 Le Caire, Nid d'espion, Le Retour, Возвращение, Hot Fuzz et Shaun of the Dead. Et je me suis promis de t'envoyer un SMS quand je... Oui, oui, salopard. Je ne t'ai pas envoyé de SMS. C'est mauvais signe. Hein. C'est très mauvais signe. Je veux pas te spoiler ton plaisir. Tu iras le voir quand même, quoi que je dise. Bah, évidemment. De toute façon, ça fait partie de ton ADN. Films. Voilà, exactement. Je ne peux pas louper ce film. Voilà, donc on parle bien sûr de Edgar Wright. Voilà. Je sais bien, j'aurais pu dire, on parle très bien de Patrice Lecomte. Mais je suis même pas à l'abri qu'au montage, tu remplaces Edgar Wright par Agnès Varda, tu vois, par exemple. Tu sais que je l'ai vu, le dernier Agnès Varda. Oui, je sais bien. Mais en fait, le problème du dernier Agnès Varda, c'est pas Agnès Varda, hein, c'est JR. Oui, bah tu sais, Dallas, hein, ça remonte à longtemps aussi. Hein. Putain, mais voilà. C'est pas possible. Faudrait qu'on mette un petit bruit de cymbale, tu sais, pour ce genre de moment. Exactement. Et on va commencer tout de suite, on va graver dans le marbre direct. Ah putain, ouais, on est chaud. T'es chaud? Ah mais j'étais chaud dans le ventre de ma mère. C'est bizarre de dire ça. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Écoute, c'est une liste qui nous est envoyée par Kali. Merci Kali. Et sa liste s'appelle... Tu iras en enfer. Putain, bravo. Parce que Vincent Cassel hurle aussi bien que Nicolas Cage dans les films. Comme on avait parlé beaucoup de Clovis Cornillac, bizarrement, on est le podcast qui a sans doute le plus parlé de Clovis Cornillac cette dernière année. C'est vrai. Donc on s'est dit, on va se rattraper, on va faire un peu de Vincent Cassel cette fois-ci. C'est ça, le Clovis Cornillac, super Clovis Cornillac Battle, on pourrait faire même. Et ben là, prépare-toi, on commence par Les Rivières Pourpres. Le premier. Le premier, bien sûr. Dans le deuxième, il a été remplacé. Ah bah oui, il est remplacé par Magimel. Et alors, je tiens à dire pour les gens, je sais pas si on a Rivière Pourpre 2 dans la liste, mais Rivière Pourpre 2 est très 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 haut dans mes films nuls cultes. Je peux le raconter scène par scène. Donc, ce qui vous dit un peu déjà que je préfère Rivière Pourpre.
Voilà, donc Enfin, c'est un film de meilleure qualité, plutôt. voilà. Les Rivières Pourpres, donc un film de Mathieu Kassovitz, adapté d'un roman de Jean-Philippe Granger. Pour le coup, en plus, par chance, j'ai lu le roman aussi, et j'ai lu le roman avant de voir le film. Donc le spoil, le truc de la fin, pas de surprise pour toi. Bah, pas de surprise, puis surtout, en fait, la fin est bien différente, mais je reviendrai dessus parce qu'il y a, y a un truc important à dire sur la fin. Donc l'idée, c'est en fait deux flics, donc Cassel d'un côté, Jean Reno de l'autre, qui travaillent sur des affaires qui sont séparées et qui, au bout d'un moment, vont se réunir autour d'une sombre histoire de meurtre en série. Voilà. Alors l'aspect qui est marrant, c'est qu'il y a une partie du film qui se déroule pas très loin de chez moi, vu que c'est Grenoble et sa région. Donc ça change un peu du 18e arrondissement ou de Marseille. C'est généralement les deux coins où il se passe des trucs. Donc là c'est des ambiances un peu différentes et voilà, et du coup voilà, c'est une enquête de meurtre avec c'est un moudonite aussi d'ailleurs, parce que oui, il y a une enquête policière. Il y a une enquête policière, tu sais pas qui c'est, il y a tout un mystère parce qu'il y a toute une mythologie qui se met en place derrière, et puis voilà les deux mystères qui vont se ficeler ensemble. Voilà. Et est-ce que tu as aimé le film ? C'est ça la question. Alors, moi, j'ai bien aimé le film. Je vais dire tout de suite que j'ai un gros problème avec la fin. Moi, j'ai un problème avec Jean Reno, j'ai envie de dire. Oui, non mais bon, voilà. Mais j'ai un gros problème avec la fin. Enfin, l'avalanche avec le chasse-neige, la dynamite et tout, c'est... Bah, c'est très Renny Harling, en fait, j'ai envie de te dire. Oui, c'est ça, exactement. Comment il s'appelle déjà, le... Cliffhanger, voilà. C'est ça, c'est qu'en fait, moi, ce que j'aime bien dans la Rivière Pourpre, c'est que je trouve que l'ambiance fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire qu'il y a... Kassovitz fait vraiment un bon travail pour poser ses ambiances, pour distiller le truc. Et à la fin, tu sais pas pourquoi... Je sais pas, histoire de cahier des charges, je sais pas ce qui s'est passé. Il injecte une séquence complètement what the fuck. En plus, déjà à l'époque, visuellement, elle était vraiment craignos. J'ai pas revu depuis, mais je pense que ça doit être encore pire aujourd'hui. Et tu finis sur cette espèce de fausse scène d'action complètement pourrie avec une avalanche de merde. Enfin, genre, pourquoi tu fais ça ? Moi, il y avait une scène qui m'a marqué, que je trouvais très bizarre. C'est celle où ils rentrent chez des nazis. Il y a toujours une obsession chez des nazis chez Granger, j'ai l'impression. Oui, ouais. Et ils rentrent chez des nazis et ils sont en train de jouer à Virtua Fighter sur Saturn. Et je trouvais ça tellement spécifique comme jeu auquel jouaient les nazis. Et il se met à leur casser la gueule comme dans Virtua Fighter, ce qui est très bizarre. C'est à la limite ce qui est très bizarre. Où le film devient un peu un film de genre, un peu vraiment série B en fait. Mais parce que les bastons sont chouettes en fait, parce qu'il faut le dire, c'est que cette liste est consacrée à Vincent Cassel. Vincent Cassel, un putain de niveau en fait de fight. Il a fait l'école du cirque, il a une formation, il est formé à pas mal d'arts martiaux, à capoeira et des choses comme ça. Donc il est vraiment bon en fait. En fait, il est. Puis surtout, déjà, il a visuellement en fait Vincent Cassel, c'est pas Depardieu dans Vidocq quoi. Oui, et puis c'est un acteur qui a quand même une certaine présence physique, quoi. Aussi, d'une manière générale, c'est qu'il joue, c'est un acteur qui joue de façon très physique et du coup il est à l'aise dans ce genre de truc, quoi. Donc, mais en fait moi c'est marrant parce que c'est un film, j'aime bien le début. Tu sais, le côté justement les enquêtes parallèles, les trucs, ça se ficelle. Et en fait, plus ça se réunit et plus ça va à la confusion, plus ça s'étiole en fait. Il y a un truc, je le trouve pas mauvais, mais tu passes à côté du polar vraiment très chouette, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais qu'il y a une manière d'apprécier ce film, en fait, il faut regarder le DVD. Et en particulier, je crois que j'en avais parlé à un moment en parlant d'un autre film de Kassovitz. Faut écouter les bonus audio, en fait, parce que les commentaires de Kassovitz sur son propre film, puisque c'est un film de Mathieu Kassovitz. Ouais. Mathieu Kassovitz qui, quand même, je crois qu'il sort de La Haine. Enfin, il a eu... attends que je les remette bien dans l'ordre. Oui, il a fait La Haine, il a fait... La Haine, c'est le film qui a fait exploser, c'était... Il a fait Assassin, enfin vraiment, il a fait des films quand même très exigeants, en fait, je veux dire, avant les Rivières Pourpres. Oui, et c'est avant Gothica. Ouais, et avant Gothica. Et c'est un mec qui a vraiment une grosse exigence formelle avec lui, et ça se sent dans le making-of, puisqu'il n'arrête pas de démonter son propre film. Oui. C'est incroyable. Ce niveau d'autoflagellation ou d'autocritique, puisque toi ou moi, peut-être plus toi, parce qu'en plus t'as étudié, donc tu sais exactement ce qu'est... Enfin, moi je sais aussi, mais lui, il a vraiment une notion en tant que réalisateur de ce que c'est qu'un plan. Et il te dit, bah là, mon plan, je l'ai foiré, voilà ce que j'aurais fait. On est passé vraiment à ça, de faire un beau plan, un beau travelling, un beau machin. Il est absolument dégoûté par son propre film, si tu l'écoutes.
Si tu l'écoutes, ça n'a aucun intérêt de regarder son propre film. Ouais, ça me le rend presque touchant en fait. Et puis ensuite, comme il y a les Rivières pourpres 2, là, c'est le summum, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Non, mais... faut le dire, c'est qu'à côté des Rivières pourpres 2, Rivières pourpres 1, c'est Citizen Kane, quoi. Oui, bah c'est Seven, tu vois. Oui, c'est Seven. L'aspiration, elle est clairement de ce côté-là, enfin, du côté Fincher, dans toutes les ambiances, etc. Donc, oui, c'est. Mais ce que tu dis sur Kassovitz, c'est pas forcément étonnant parce que d'une manière générale, il a une grande gueule. Que ce soit contre lui, contre les gens qui l'aiment pas. Enfin, de toute façon, c'est quelqu'un qui ne ferme pas sa gueule, mais moi, j'aime bien sa façon de faire, même si c'est pas toujours hyper pertinent, faut bien le dire. Il y a des fois, bon, il dépasse les bornes. Et puis il a l'air difficile à gérer, quoi. Mais il est franc du collier et je pense pas qu'il soit effectivement malhonnête. Enfin, on en reparlera sans doute. Clairement pas. Clairement, il est même trop franco, quoi. Enfin, ouais. Et on en reparlera sans doute quand Babylon ID. On l'a eu, Babylon. Non, on n'a pas eu Babylon ID. On l'a eu. Ouais, je sais plus. Attends, il y a tellement de films dans la liste que j'oublie. Non, on n'a pas eu Babylon ID. Voilà. Donc on en reparlera quand Babylon ID tombera. Beaucoup de choses à dire. Où est-ce qu'on va mettre les Rivières pourpres, premier du nom? Les Rivières pourpres. On en a dit plutôt du bien, je trouve, de ce que oui, mais c'est pas très très bien non plus, quoi. Non, c'est ça. Tu vois, je vois Sin City, je trouve ça va au-dessous du Pacte des loups. Ah mais oui, ça va au-dessous du Pacte des loups pour moi, évidemment. En fait, le problème des Rivières pourpres, c'est qu'il y a des moments, des idées qui sont très bien concrétisées, qui fonctionnent très très bien. Puis il y a Nadia Fares au top de son sex appeal. Oui, aussi. Et il y a d'autres moments qui s'écroulent. Et en fait, et c'est le problème de ces films, c'est que en fait, plus t'avances et plus le film devient mauvais. Et du coup, tu restes sur la dernière impression qui est assez catastrophique. Et voilà. Mais du coup, après, quand tu fais l'effort de revenir par là, tu te dis ah ouais, quand même, il y a ce passage-là qui était pas mal, etc. Voilà, du coup, c'est plus un film raté qu'un film mauvais, j'ai envie de dire, quelque part. Comme ça, je le mettrais au-dessous de Pamela Rose. Mais dis-moi ce que toi tu en penses. Ah, moi je le mettrais quand même au-dessus. Moi je le mettrais. Au-dessus de V for Vendetta, par exemple? Non, plus bas. Moi je le mettrais au-dessus de Danny the Dog. D'accord. Qui est entré la semaine dernière. Tout à fait. Écoute, je lutte pas. Je vais pas me lutter contre les Rivières pourpres. On peut pas lutter contre les Rivières pourpres. Et je pense que je rigolerais si j'avais à le revoir aujourd'hui. Donc les Rivières pourpres devient le 73e meilleur film des années 2000. 2000, gravé dans le marbre à jamais. Mathieu Kassovitz, on t'enverra la petite plaque certifiant. Oui, mais elle est que temporaire. Elle est que temporaire, c'est vrai. Mais on consomme beaucoup de marbre du coup. Deuxième film de la liste, c'est Irréversible. Irréversible, donc Gaspard Noé, avec Monica Bellucci et Albert Dupontel aussi au casting. Grosse sensation à Cannes, hein, l'année où il a été montré. Cannes aime les petites sensations. Voilà, ils aiment se faire peur. Donc là, de nouveau Gaspard Noé, un réalisateur sans concession. Si tu peux aimer ou pas, mais au moins on peut pas lui reprocher qu'il fait les choses à sa façon, il les fait à fond. Et l'histoire est très bien résumée par cette petite phrase: le temps détruit tout. Voilà. Et c'est ça. Si vous n'avez pas vu le film, c'est simple. Le film est monté en compte à rebours. Oui, il commence par la conclusion du récit chronologique. Antéchronologique, comme on dit. Voilà, et il revient petit à petit sur les événements. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est très intéressant dans Irréversible. Alors du coup, je vais spoiler. Pour ceux qui veulent pas, mais en fait, justement, de point de vue de spoiler. Voilà. Attention spoiler, d'un point de vue de la pertinence de cette chronologie inversée, qui est donc en fait la première scène du film se passe dans le rectum. Alors c'est évidemment le nom d'une boîte de nuit, hein, d'une boîte de nuit dans laquelle Cassel et Dupontel, donc qui sont les deux meilleurs amis, rentrent et défonce sa gueule avec un extincteur. La gueule d'un mec avec un extincteur. Donc c'est le point de départ du film pour le spectateur. Puis après tu remontes aux conséquences, etc. Et l'astuce qu'il y a et qui, moi, valide justement ce montage antéchronologique, c'est que le type à qui il défonce la tête, ce n'est pas le bon mec en fait. Et c'est un détail que le spectateur ne peut pas comprendre la première fois qu'il voit le film. Et que il ne peut comprendre que si il décide de se réinvestir dans le film et de remonter lui-même le film dans sa tête, ou de le revoir une deuxième fois et qu'il s'en rend compte. Et
Et du coup, ça change parce que comme t'as la vengeance, tu commences par la vengeance et tu reviens aux causes, aux effets, etc. Tu commences par la vengeance. Au début, enfin, au début, forcément, tu raisonnes en pensant qu'il a tué le bon mec, etc. Qu'il s'est vengé, c'est cathartique, machin truc. Sauf qu'en fait, pas du tout. Et ça modifie complètement la vision du film, qui est du coup plus nuancée que une simple ode à la violence gratuite, comme ça avait été dit lors du Festival de Cannes. Et ouais, et donc évidemment c'est un film qui a fait scandale à cause de il y a une scène de viol et c'est une scène de viol très frontale en fait. Très frontal, c'est du temps réel ou du quasi temps réel. Enfin, c'est oui, puis puis là aussi, en termes de mise en scène, il y a des trucs qui sont très 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 forts, comme cette ombre que tu vas passer tout au fond, tu sais. Ce type qui débarque au fond, en fait, tu verras jamais qui c'est, qui assiste à la scène et qui décide de ne pas agir, en fait. Du coup, forcément le public se projette dans ce personnage-là qui n'a pas d'identité, et ce personnage-là est un lâche. Et puis du coup, c'est aussi du coup une réflexion du voyeurisme du spectateur qui est face à ce spectacle, qui ne sait pas comment réagir, quoi. Comment tu te situes par rapport à ce film? Parce que je vais te dire franchement, je l'aime pas. Et je me souviens de ma réaction quand je l'ai vu, j'étais en train de me dire, et en plus ce truc super frontal est vraiment dégueulasse. J'étais en train de me dire, il n'y a pas des méthodes pour être subtil dans le cinéma? Alors, pour suggérer les choses. Je sais que toi, tu as un rapport à la violence. On l'a vu dans le Funny Games, par exemple. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai pas besoin de ça dans mon cinoche, en tout cas. Justement, le cinéma d'Haneke des années 90 et le cinéma de Gaspard Noé des années 2000 est à rapprocher, parce que justement ils ont tous les deux le même rapport, enfin pas le même rapport, mais un rapport en tout cas très proche à la violence et surtout à la consommation de la violence par le spectateur, notamment via les deux exemples que j'ai donnés, pour moi qui sont vraiment très concrets, de la réflexion que veut faire Gaspard Noé autour de ce film-là et de cette façon de faire-là. Moi, que t'aimes pas le film, je pense que quelque part c'est ce que voulait Gaspard Noé. En fait, je pense qu'il a fait ce film pour qu'on le déteste. Oui, mais alors. Non, mais tu peux. C'est pas comme Shoah, tu vois, ou Shoah qui est un film irrationnellement long et irregardable pour justement que tu le détestes, et parce que ça c'est la réaction logique. Là, c'est quand même, il fait de l'entertainment et son montage inversé, ça fait partie aussi du divertissement et de son espèce de goût à la violence. Pour moi, c'est pas du divertissement. Pour moi, c'est de la maîtrise simple, entre guillemets, de la maîtrise du langage cinématographique, parce que finalement, plus que la vengeance, en fait, le propos du film, c'est pas la vengeance. Pour moi, c'est vraiment le rapport du spectateur à ce qu'on lui montre et à ce qui est soutenable ou pas. Et vraiment, dans ce cadre-là, je trouve que les choix sont pertinents. Maintenant, est-ce que ça en fait un film que j'apprécie particulièrement? Pas forcément, c'est assez étrange. Je préfère la méthode d'Haneke dans Funny Games, en fait. Parce que justement, Haneke a cette élégance que n'a pas Gaspard Noé dans ce moment-là. C'est-à-dire que Haneke, comme je l'avais dit au moment de Funny Games, il jouait beaucoup sur l'alternance entre montrer l'immontrable et justement, t'as la frustration. Et privé, voilà. Funny Games, je dois avoir un truc avec ça, mais Funny Games non plus, c'est pas ma cam. Alors que là, un samouraï en train de découper des gens avec des giclets de sang, ça me pose aucun problème. Oui, mais là, le problème, c'est que. Mais là, voilà, la différence entre Haneke et Noé, c'est que Haneke joue entre je montre pas, et du coup, il joue vraiment sur la frustration, alors que Gaspard Noé est plus direct, beaucoup plus frontal, et vraiment que sur le voyeurisme pur. Et justement, le fait que tout soit entièrement frontal, ça en fait un film qui s'épuise, à mon sens, plus vite que Funny Games, que je trouve vraiment formidable, parce que justement il arrive entre guillemets à relancer sa réflexion à travers un jeu de hors-champ qu'il n'y a pas du tout dans Irréversible, quoi. Moi je n'aime pas du tout ce film, voilà. Moi je suis pas neutre, enfin, tu peux pas rester neutre face à ce film là, mais en termes de travail cinématographique, c'est vraiment un film que je trouve intéressant. Moi personnellement je recommande aux gens de le voir, en sachant que c'est pas facile à voir. Non, vraiment c'est pas facile à voir, mais pour moi c'est pas un film gratuit, contrairement à la réputation qu'il a.
C'est vraiment pas un film gratuit. Non, Après, c'est un film très réfléchi. Très réfléchi. c'est un Après, mais quand je suis sorti de la salle, j'ai dit c'est un film de connard. voilà. Non, mais après, Et de connard, quand je dis connard, je désignais bien sûr le réalisateur. Voilà, exactement. Mais Et je pense que lui pense qu'il lui-même est un connard. Ah oui. Non, mais je suis persuadé que lui-même. Non, mais je pense qu'effectivement, Gaspard Noé, quand il a fait ce film, il voulait faire un film de connard. C'était le but. Et si quelque part son propos c'est de montrer que le public c'est des connards aussi, ça se tient. Voilà. Après, tu peux recevoir de plein de façons différentes, mais bon, c'est comme dit, c'est aussi ça la beauté du cinéma quelque part. Enfin, la beauté, la force du cinéma quelque part. Donc voilà, vraiment, à mon sens, à voir pour se faire un avis, etc. Enfin, c'est un film qui peut marquer dans un sens comme dans l'autre, quoi. Je préfère être marqué par plein d'autres films. Dis-moi ton plafond. Mon plafond bas. Non, ton plafond. Plafond, c'est le haut. Ah oui, le plafond. Ah oui, on appelle ça le sol en bas, c'est vrai. Oh, tu sais, là, j'ai pris des médocs, là, plafond je contrôle plus rien. Paf. Moi, le plus haut, moi, je le vois au-dessus de Scary Movie. 62e place, si tu cherches. Je le mets... Voilà, 91e, sous Moulin Rouge. Sous Moulin Rouge. Du coup... Alors, on peut faire une très bonne... Et je pense qu'elle va te plaire. On peut le mettre sous 2012. Ok. Ouais. Voilà. Tu vois, entre 2012, Irréversible et Good Morning England, je pense qu'on a un bon shot de feel good movies, là, tu vois. Et donc, Irréversible devient 77e film des années 2000. Troisième film de cette liste, c'est Shaitan. Shaitan, donc qui est qui est plus joyeux que Irréversible. D'une certaine façon, c'est un film signé Kim Chapiron, donc la tête pensante du collectif Courtrage-May, qui ont été connus pour des clips, les clips du 113, les clips de la mafia Quinfri, et aussi le Possi où Vincent Cassel a fait ses premières armes. Voilà, exactement, ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se retrouve aussi dans Shaitan, je crois que c'est son premier long métrage en plus. C'est son premier long métrage, c'est avant Dog Pound. Donc voilà, c'est vraiment la bande de potes, enfin t'as vraiment un truc comme ça. Et donc l'histoire de Shaitan, c'est une bande de jeunes banlieusards qui, après une soirée arrosée, ils se font jeter de la boîte en gros, puis ils partent avec une nana dans la campagne, et puis ils tombent sur des individus un peu louches, un peu consanguins, un peu bizarre, et puis voilà, puis donc histoire classique de nos campagnes, hein, comme chez le voisin par exemple, de gens qui tuent, violent et se mangent entre eux. Enfin non, il y a pas d'anthropophagisme, mais bon voilà, l'idée c'est ça quoi. C'est les mecs de banlieue chez les ploucs, et les ploucs qui sont quand même chelous. Voilà, c'est un peu ça. Et voilà, autant le dire tout de suite, je déteste ce film de toute mon âme. Donc c'est un film très brouillon, on va dire. Ah, c'est atroce. Enfin, en fait, il y a un énorme problème dans ce film-là, c'est que non, mais le principal problème pour moi, c'est pas Vincent Cassel, parce que je trouve que Vincent Cassel, en demeuré, édenté, consangué, en fait, il est vraiment drôle. Oui, il se donne complètement. Il se donne complètement, puis en fait, il joue un double rôle, c'est-à-dire qu'il joue sa sœur avec qui il couche pour avoir un enfant. Et donc, t'as ce fameux plan de portrait de famille où tu vois Cassel et Cassel en femme. Et ça c'est peut-être le moment qui m'a fait le plus rire de tout le film. Parce que je trouve que Cassel là-dedans, il est vraiment parfait. Mais le gros souci pour moi, le souci de base, en fait, duquel découle beaucoup de choses, c'est que je crois qu'ils sont 4 ou 5, enfin, le quintet ou le quatuor de personnages principaux. T'as envie de les tuer toi-même au bout de 10 minutes de film. Alors qu'ils n'ont pas encore rencontré les ploucs. Ils sont un peu irritants. Ils sont pas un peu irritants, ils sont abominables. Ils sont cons, ils sont sexistes, ils sont tout ce que tu veux. Il y a rien qui les rattrape, ils sont jamais attachants. Et au bout d'un moment, t'as qu'une seule envie, c'est qu'ils crèvent la gueule ouverte, quoi. Et dans un film comme ça où le propos c'est la survie face à un milieu hostile, si t'as envie de crever toi-même les protagonistes, déjà tu vas nulle part, quoi. Donc voilà, et puis après tu restes, voilà, et du coup c'est vachement brouillon parce que t'as plein de trucs effectivement, il y a plein de trucs qui s'accumulent. Tu sais pas trop où ça va. Alors ça se la joue un peu Larry Clark aussi à des moments, mais alors genre Larry Clark super light, les dialogues sont obscènes pour rien. Enfin c'est infernal, quoi. Enfin vraiment ce film est infernal. Et puis même en matière de mise en scène, tu sais, t'as
t'as pas la folie qu'a peut avoir un Sam Raimi dans ses jeunes années, etc. Enfin, t'as un truc, c'est pas mis en scène en fait. Ils essayent des trucs, c'est superposé, mais ça ressemble à rien quoi. Je t'ai dit, c'est fouillis, c'est brouillon, et tu sais quoi, je pense que lui-même, il n'y croyait pas vraiment. C'est possible, ouais. Genre, il y a un tel lâcher-prise. Tu vois, c'est une tentative de faire un film d'horreur à la française, quoi. Oui, voilà, ouais. Et il y a, c'est y a son aucun... massacre à la tronçonneuse à lui, Ouais, mais il y a aucun... Il y a pas la passion que tu pourrais avoir pour... tu vois, pour un film de genre fait par un... Il y a plus de... Non, mais c'est pas Alexandre Aja, quoi. Il y a plus d'amour pour le genre, je pense à... Comment il s'appelle ? Frontières ? Oui, alors que Frontières, j'ai des gros problèmes avec. Non, mais moi, tu vois, Alexandre Aja, avec surtout les films qu'il a fait dans les années 2000, ouais. On est sur un tout autre rapport au genre et une tout autre projet de mise en scène. Enfin, disons que Alexandre Aja, au moins, il y a un travail de finition, quoi. Je vais pas utiliser le mot finition parce que j'ai l'impression de parler de bagnole. Non, mais là, il y a juste, c'est genre c'est de bricolage et ça se voit, et même le scénario a l'air bricolé, donc du coup, enfin, ça a l'air d'être de l'impro. C'est littéralement un court-métrage, époque court-métrage, mais passé sur 2 heures. Passé sur 2 heures, voilà, parce que tu sens qu'ils avaient des idées, voilà, l'idée de Vincent Cassel, c'était rigolo, voilà, puis prendre leur univers et le projeter dans le fantasme de cette campagne dégénérée à l'américaine, voilà, mais il y a rien qui lie, puis comme dit, c'est pénible, enfin, vraiment, en plus, il y a tout un ventre mou au milieu du film parce que ils restent avec ils essaient de choper une meuf et puis en fait non, puis après Vincent Cassel sait pas trop ce qu'il fout là, puis après finalement il pète les plombs, enfin vraiment c'est vraiment atroce quoi, c'est vraiment atroce ce film. Et il y a un truc qui est marrant, c'est que j'aime bien le générique qui est chanté par My Light, qui s'appelle Gentiment je t'immole. Je sais pas si tu... je m'en souviens plus. Je me souviens juste qu'il y a Mouloud Achour qui joue dedans. Alors, il joue dedans, mais il joue pas le DJ en fait. Le DJ, c'est quelqu'un d'autre. C'est genre, les mains c'est quelqu'un d'autre, mais lui... Ah oui, c'est genre, ça, oui. Ouais. Oui. Sur le plan large, c'est Mouloud Achour, mais effectivement, c'est pas lui qui mixe. Mais il y a plein de caméos. Il y a Monica Bellucci le temps d'une scène. Enfin... Peut-être. Bah oui, évidemment. Et pourquoi je pense à Mylan, c'est qu'elle est la chanteuse sur le dernier album de M83, tu sais, un ami du show. J'adore dire. Un ami du show. Un ami du show, on le salue. J'adore cette chanson, je la passerai en fond. Mais par contre, le film en lui-même. Ah non, c'est vraiment c'est la caricature même du film d'horreur fait par un fan qui sait pas ce qu'il fait quoi. Ouais. Vraiment. Mais qui a eu du budget. Hein. Ah bah oui, non mais l'arrivée de Vincent Cassel sur la feuille de casting, ça a dû débloquer pas mal de choses au niveau de la production, c'est sûr. Où est-ce que tu le mets ? Mais moi, ce machin-là, moi je le mets. Je préfère regarder Roméo doit mourir. Je préfère regarder Garden State. Attends. Putain, moi il y a beaucoup de choses que je préfère faire que Garden State. Moi, si tu veux. Non. Tu sais quoi ? Je le mets. Moi, je trouve qu'il y a plus de scènes réussies dans Battle Royale 2 que dans Shaitan. Je le mets sous Romeo Must Die. Oh non, je préfère regarder Hancock. Oh non, Hancock, c'est pas possible. Je préfère regarder Prédiction. Alors, je préfère regarder Prédiction 200 fois. Je me mets sous Prédiction. Mais ok, sous Prédiction. Mais Wickerman, voilà. Voilà, c'est ça. On a la d'ailleurs, quand je regarde Wickerman et je pense à Shaitan, il y a vraiment un lien psychologique entre les deux. Oui, effectivement, il y a un truc entre la culture du démon, du diable. La culture du démon, la culture des ploucs, la culture de ces gens reculés. Tu sais, quand tu parles de ploucs alors que t'habilles à la campagne, c'est un tel mépris, tu me dégoûtes. C'est mon côté bobo parisien, ça. Eh ben, on remercie notre ami Kali. Merci, Kali. Alors, voilà la nouvelle liste. Elle nous est envoyée par Julien Pett. Merci, Julien Pett. Et c'est une liste qui s'appelle le Festival des films docu. Festival des films docu. Très bon, ça. Très très bien, je savais que t'aimais. Et on commence tout de suite par... Bowling... J'aime docu. T'es bête. C'est la première fois qu'on me le dit. Par Bowling for Columbine de Michael Moore. Est-ce qu'on le dit Moore ou est-ce qu'on le dit Moore comme Roger Moore ? Non, Moore, je me semble. Je crois que c'est... Ah d'accord, ok, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pas envie de le dire correctement. Donc, donc c'est le titre est tiré de la fameuse tragédie de Columbine, la fusillade dans le lycée qui avait retourné l'Amérique. Celle qui a inspiré Elephant. Celle qui a inspiré Elephant, effectivement. C'est donc dans le lycée de Columbine, c'est dans le Colorado, je crois.
Voilà, et du coup, Michael Moore, en gros, traverse l'Amérique avec sa caméra pour un peu retracer la physionomie du port d'armes aux États-Unis. Voilà, et montrer un peu toute l'absurdité qui y a derrière ce système, avec notamment les lobbies de la NRA, avec cette scène complètement hallucinante avec Charlton Heston. Alors, c'est le final. Oui, ouais, donc voilà, donc c'est ça l'idée, c'est montrer que globalement les Américains ont un rapport concupiscent avec leur arme à feu et que c'est pas forcément une très bonne chose. Oui, c'est clair. C'est le propos en fait du film, c'est que ils sont amoureux de leur gun, quoi. Oui, c'est ça. Ils vivent pour leur arme, parce que justement, ils parlent à un moment donné du Canada voisin, qui. Alors, je crois pas que c'est aussi libéral, mais t'as aussi un port d'armes qui est beaucoup plus flexible que chez nous, etc. Et où t'as pas les mêmes proportions aux crimes violents. Alors, j'ai une tendance à les confondre un peu avec ces autres documentaires parce que c'est toujours un peu le même ton. C'est un peu toujours la même formule, quoi. Michael Moore se met en scène énormément dans ses propres documentaires, donc il a toujours un caméraman qui le suit. Et c'est le proto Canal+, en fait. Si tu regardes aujourd'hui, je regardais par exemple une émission comme Le Tube ou les reportages de Canal+, ou tout du moins à l'époque où ils en faisaient encore. Bolloré, je sais pas s'il va rester post-Bolloré, mais... l'intervieweur est tout autant mis en scène que le mec interviewé, en fait. Oui, il y a toujours un personnage. Il y a toujours un contre-champ, ouais. Et le mec est mis en scène, même si ce n'a aucune utilité dans la scène, c'est pour te montrer qu'il va à la rencontre des gens. Oui. Non, mais effectivement, là, Michael Moore, c'est un personnage à part entière de son film, quoi. C'est le documentaire qui a fait naître le style Canal+, qui est encore en vigueur aujourd'hui, quoi. C'est le pivot narratif de son film, c'est lui et ses interrogations, en fait. Et sa fausse naïveté aussi, parce que c'est ça l'idée. Alors, j'ai un petit peu de soucis, j'ai pas mal de soucis, parce que il parle du Canada. Il ment souvent. Il ment à dessein pour appuyer le fait de sa juste cause, en fait. En fait, il fait des raccourcis. Il va dire que le Canada, c'est super safe, que tout le monde a vu la porte ouverte au Canada, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, quoi. C'est beaucoup plus complexe. Non, c'est genre, Toronto, c'est pas la campagne. En fait, c'est pas tant des mensonges que des raccourcis. C'est-à-dire que c'est toujours une question de rapport de force. Effectivement, tu prends le Canada par rapport à Ingleton. Oui, c'est sûr que t'as l'impression que c'est super safe. Comme quand il disait qu'en France, on avait la lessive, le pressing qui était remboursé par la Sécu. Non, non. Voilà, en fait, si tu réfléchis à ce qu'il est en train de nous montrer, il y a plein de choses qui sont inexactes, en fait. Oui, c'est ça, il y a plein de... Et alors que le pire, c'est que le propos est on ne peut plus noble, c'est-à-dire il faut retirer les armes de la libre circulation des États-Unis, ou faut le rappeler, les fusils d'assaut sont en vente libre. Ah oui, ils sont moyennement régulés. Oui, tu peux acheter un AR-15 de façon... Tu peux manipuler une arme sans aucun problème, puis il suffit juste d'avoir une carte d'identité. Et il y a des États, mais la Californie, tu peux rentrer dans un gun club et utiliser... ça, je l'ai vu. Je vais te dire, je l'ai fait même. Moi, je l'ai vu, le gun club, un des gun clubs de Los Angeles. Je revois la scène, on se gare, je rentre dedans, on voit le truc, et quand je ressors, je vois une famille. Donc une famille, ils étaient 5. Il y avait la grand-mère, le mari, la femme et 2 enfants. Et les enfants, ils avaient genre 4 et 6 ans, quoi. Et le type, il sort de son coffre un énorme étui. C'est genre comme dans Desperado, tu sais, quand il débarque avec les guitares. Genre le truc. Et en fait, du coup, je le suis, le type, et le mec, il sort un fusil à pompe tactique de la police. Aucun problème, tu vois. Écoute... Il arrive, puis pof, il fait ses trucs, puis ils sont tous en famille, tu sais, genre t'as les gamins qui mangent des glaces avec le papa qui vide son calibre 12 peinard. Je les ai vus, ces scènes, littéralement. Le jour où je suis allé dans un gun club, je te partage aussi mon expérience de gun club, il y avait genre 3 potes, 3 qui ont l'air frangins, peut-être, ils avaient l'air un peu hydrocéphales, c'est pour ça que je les ai remarqués. Ils ont ramené des boîtes, alors je me dis, mais qu'est-ce que c'est que dans ces boîtes? Et tout d'un coup, ils ouvrent les boîtes parce qu'il y a quand même un contrôle technique, ils vérifient quand même l'arme que tu vas utiliser. Effectivement, tu dois passer en fait devant un espèce de contrôle, ils te laissent pas rentrer. Enfin, tu peux pas rentrer avec n'importe quel. Genre, je pense que le bazooka ils te le font pas rentrer quand même. Ou alors faut avoir une dérogation, tu sais. Ah, mais c'est la Californie, c'est bon. Oh, vous êtes blanc, vous avez le droit. Et là ils ont sorti. Oh, ils
ils étaient blancos. Ça, je peux t'assurer, comme dirait Emmanuel Valls, ils étaient white. Ils étaient white. Et ils ont sorti les guns, et c'était des putains de fusils de snipe pour dégommer des trucs à 500 mètres, quoi. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça dans leur coffre et qu'ils se balaient? Il y a clairement un problème. Oui, il y a un problème relationnel, oui, profond. Et qui donne du malaise, même quand tu aimes les armes toi-même. Moi, j'aime les armes parce que quand j'étais petit, mon musée préféré, c'était le musée de l'armée. Moi, je suis attaché à l'histoire, donc, tu vois, les armes napoléoniennes, les armes du époque du tsar, tu vois, enfin, tu vois, j'avais aucun problème à aimer ça quand j'étais môme, adolescent, pas de problème, et depuis que tous ces zigotos, ils existent, et que on est obligé d'en faire des documentaires sur eux pour les humilier, ouais, jamais je dirais j'aime bien les armes. C'est le prisme de tolérance avec maintenant, je peux juste dire je tire à l'arc, quoi. Tu vois, c'est tout ce que non, mais en fait, pour et moi, encore non, mais je comprends tout à fait. Enfin, je veux dire, il y a un malaise vraiment avec ce. Je veux dire, dans mes films préférés, il y a Predator, donc. Oui, on aime les films où ça gun, quoi. Voilà, on aime les armes à feu, mais pour moi, la vraie différence, en tout cas, à un niveau personnel, c'est le moment où t'en prends une dans les mains. C'est-à-dire que moi, le moment où j'ai eu une arme à feu chargée dans les mains, tu comprends ta limite. C'est-à-dire que moi, j'ai fait, ok, genre, je peux pas le refaire. Et t'as des gens qui se disent ok putain c'est trop bon, c'est trop génial, et vraiment tu le sens, le poids du flingue, le recul, le bruit, t'as une sensation de puissance qui est incroyable, et à ce moment là tu sais si t'es juste dans la névrose, c'est-à-dire le substitut phallique qui te fait kiffer quand t'es gosse, ou si t'es dans la psychose pure en disant putain c'est trop génial, j'ai besoin de ça pour vivre, quoi. Ouais. Et moi j'ai senti vraiment la différence, et à partir de là tu vois j'ai fait wow, non, je l'ai fait une fois, j'ai compris, plus jamais je retoucherai une arme à feu. Moi j'ai fait pas tous les jours. Voilà, genre ça pourrait m'arriver, mais l'expérience américaine est assez malsaine, hein, je vais l'avouer. Oui, voilà, et je dois ajouter que c'est Quix qui m'a emmené, et Quix était dégoûté. Vraiment, il était dégoûté, mais c'est comme si je l'avais emmené dans un bordel, quoi. Oui, non, mais effectivement, oui, Quix. En plus, pour le coup, lui, il vit là-bas au quotidien, donc on aurait pu se dire qu'il avait basculé du côté obscur, mais pas du tout. Non, mais oui, c'est voilà. Mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est un fragile. Hein. Il y a... c'est ça, c'est un vrai fragile. Non, mais il y a un rapport très très étrange avec les armes à feu d'une manière générale. Je pense qu'on n'a pas qu'à le dire. Mais là-bas, c'est tellement. Enfin, il y a cette scène incroyable dans Bowling for Columbine où il va ouvrir un compte en banque et on lui offre une arme. On lui offre un fusil parce qu'il ouvre un compte en banque. Mais, enfin, je veux dire. En fait, c'est ça tout le paradoxe de ce film-là, c'est qu'effectivement, tu dis, il y a des approximations, il y a parfois des mensonges, mais à côté, t'as des scènes. Vous êtes abonné chez Orange, on vous offre une DCA. C'est ça. Il y a des scènes qui sont tellement hallucinante et qui mérite vraiment d'exister, et c'est ça tout le truc, c'est que pour moi ce film mérite d'exister aussi parce que il met le doigt vraiment sur des trucs, et alors... il le fait avec un sens de la mise en scène vraiment purement cinématographique. Et alors je me suis gardé la fin pour en parler maintenant, c'est que le final est dégueulasse. C'est-à-dire il va voir Charlton Heston et ils font une interview à peu près normale et ils parlent de l'histoire de la violence et en plus, Charlton Heston, il est un peu borderline, il parle de toutes les différentes races qu'il y a aux États-Unis. Charlton Heston, un peu borderline. Oh Daniel, je suis étonné. Oui, c'est un understatement, comme on dit là-bas. C'est ça. et du coup, Michael Moore lui demande s'il voudrait s'excuser auprès de tous les morts, de Columbine, et puis de la mort, et puis il cite des exemples, et puis il sort les photos et il fait du cinéma, quoi. Et là, c'est plus du documentaire, il fait du cinéma. C'est-à-dire, Charlton Heston, il va pas... Bien sûr qu'il va jamais s'excuser, mais lui, il lui montre une photo, il lui dit, est-ce que sur la mémoire de cette personne, est-ce que vous pouvez faire un geste et tout? Il fait du cinoche, et du coup, il y a un biais dans son processus. C'est le moment où le film montre ses limites, c'est vraiment à sa toute fin. Tu peux lui pardonner des mensonges, mais la théâtralité en plus, il l'utilise pour un objectif noble, mais quand même, il l'utilise en faisant du pathos, quoi. Et j'ai trouvé ça assez dégueulasse. La fin, genre, Charlton Heston, évidemment qu'il allait pas le faire, et lui, en plus, Charlton Heston se barre, et lui, il pose les photos derrière, genre, elles sont bien ici et tout. Non, vraiment, j'ai trouvé ça dégueulasse. Après moi, aussi, ce que j'y vois, c'est que ça s'inscrit aussi dans une certaine histoire américaine, parce que ça répond aussi à la façon dont Charlton Heston a transformé la NRA. C'est-à-dire que Charlton Heston, c'est le type qui, après les tueries, brandit un flingue en criant « Over my dead body ».
Et en fait, enfin, Ce qui est très paradoxal, parce que Charlton Heston, dans sa jeunesse, c'était un mec qu'on aurait pu croire de gauche presque, puisque mais dès les années 60, tu te doutais que... non, mais il a fait beaucoup. Il était dans les assos, vraiment. Si vous lisez la bio de Charlton Heston, vous allez être effaré par l'arc narratif de sa vie, quoi. Donc le rapport de Michael Moore, enfin dans ce truc-là, enfin moi en fait, je pense qu'il est vraiment, et c'est ça aussi qui le film, je pense que c'est vraiment un film pour les Américains en fait. Il s'inscrit vraiment dans un rapport continu avec son histoire, et ça monte en épingle parce que justement Charlton Heston était dans cette théâtralité au moment où il était président, parce qu'à ce moment-là il est plus président de la RNA, je crois qu'il est juste président d'honneur ou un truc comme ça, mais enfin tu vois, c'est pour moi, je voyais la réponse du berger à la bergère, un truc comme ça. Donc c'est pas forcément effectivement très fin ou quoi que ce soit, mais il y a une certaine logique historique à ce choix-là aussi. Putain, c'est ouf, l'arc de vie de Charlton Heston, putain, je veux dire, il a manifesté avec Sidney Poitier et tout ça, quoi. Bah ouais, tu vois, comme quoi. Ça a été un grand activiste contre les lois racistes, enfin vraiment. Oh là là, c'est tellement décevant. Bah oui, que veux-tu? Où est-ce qu'on va mettre Bowling for Columbine, qui est peut-être son meilleur film quelque part, du coup? Oui, le meilleur film de Charlton Heston, j'entends. C'est ça. Non, mais en plus, enfin, c'est en tout cas. C'est l'apothéose. C'est l'apothéose, et c'est celui qui a fait exploser Michael Moore en France à notre niveau, quoi. Donc aussi c'était l'effet surprise aussi à notre niveau. Où est-ce qu'on le met? C'est pas le premier Michael Moore. Non, c'est pas le premier, mais c'est celui qui a fait la percée pour nous autres, quoi. Écoute, moi ce truc ment trop pour moi pour que je le mette haut. Bah, quel est ton plafond? Quel est ton plafond de verre? Écoute, à film engagé, je le mettrais entre Vengeance et V for Vendetta. Je te trouve un peu dur, mais j'irai pas au. Allez, sous Paranormal Activity, mais c'est mon dernier cas. Ok, d'accord. Ça te va? Ça me va. Ceci dit, moi je l'ai pas revu depuis l'époque, hein, donc après peut-être que mon regard a changé, j'en sais rien, mais. Bowling for Columbine. Ok, on est bon. On est bon. D'ailleurs, c'est Columbine. Excuse-moi, j'ai fait une faute d'orthographe. Deuxième film de la liste de Julien, c'est When You're Strange. When You're Strange. Un documentaire sur le groupe de rock The Doors. Et alors, qui est narré d'ailleurs par Johnny Depp. Je ne l'ai pas vu, donc... Non, bah moi non plus je l'ai pas vu. Pourtant j'adore les Doors, mais je ne l'ai pas vu. Ça te fait un bon truc à réviser pendant tes vacances. Exactement. Oh putain, d'ailleurs, en parlant de réviser, j'ai oublié de le dire. Quoi? J'ai vu Les Beaux Gosses. Ah, alors putain, peut-être on se le garde pour le bonus. Voilà, super ciné, retour sur la liste en bonus. Voilà, on se garde en bonus après l'épisode. Troisième film de la liste, donc on passe direct au suivant, c'est Lost in La Mancha. Et ça, tu l'as vu. Bah oui, évidemment. Et je l'ai choisi un peu exprès parce que... Bah oui, parce que Terry Gilliam vient juste de confirmer qu'il a terminé le tournage de L'homme qui tua Don Quichotte. Donc effectivement... Et tu sais quoi? Je ne sais pas si ce film-là, celui qu'il a terminé, sera meilleur d'abord que le film qu'il avait en tête au début, et aussi que Lost in La Mancha, qui est extraordinaire. Non, je pense qu'effectivement, L'homme qui tua Don Quichotte sera un moins bon film. Enfin, pour repréciser à ceux qui ne connaissent pas Lost in La Mancha, c'est un documentaire. Au début, c'est un making-of, la base de Lost in La Mancha. Et c'est un truc, il y a plein d'autres documentaires comme ça, dans ces années-là, qui partaient sur un simple making-of, c'est-à-dire on suit Terry Gilliam qui va tourner son film sur Don Quichotte avec Jean Rochefort et Johnny Depp, qui s'appelle L'homme qui tua Don Quichotte. Et en fait, ça se transforme en complètement autre chose, pour la bonne et simple raison que le film, à cette époque-là, donc aujourd'hui c'est révolu, mais à cette époque-là, ne verra jamais le jour, et qu'ils enchaînent les merdes, aussi bien relationnelles que techniques, que contractuelles, que tout ce que tu veux, enfin toutes les merdes que tu peux avoir sur un tournage, ils les enchaînent les unes après les autres, et tu vois littéralement le film se déconstruire, se détruire devant toi à travers et ça prend une dimension sur la création complètement inattendue. Ils ont des pluies torrentielles qui s'abattent sur le truc de tournage. Les orages de grêle sont qui noient tout. Genre, c'est Rémi sans famille. Ouais, exactement. Alors que le déluge. Alors qu'ils sont en plein de putain de désert, quoi. Les mecs, ils ont déclenché les 7 plaies d'Égypte. Je sais pas, il y a un truc maudit, quoi. Et ils sont juste à côté
d'une base militaire. D'une base militaire, où il y a des F-16 qui tournent sans arrêt. Genre qui décolle toutes les heures. Alors, je peux te dire, tu sais, en plus, le pire, c'est que quand tu as un F-16 qui décolle, ça fait en plus une réverbération sonore qui dure assez longtemps, quoi. Donc, ouais, c'est clair. Donc, si t'es un preneur de son, c'est l'enfer. En plus, ça résonne bien dans les canyons et tout. Ouais. Enfin, c'est l'horreur, quoi. Et puis, le summum, bien sûr, c'est Jean Rochefort. Jean Rochefort qui était un peu né pour le rôle, quoi, littéralement. Ah bah oui, enfin, oui, tu vois Jean Rochefort. Et puis, alors, pour le coup, quel choix de casting incroyable. Enfin, Jean Rochefort, vraiment parfait, quoi. Jean Rochefort, Johnny Depp avant qu'il soit relou. Johnny Depp en mode, oui, j'ai pas encore fait Pirates des Caraïbes. Et Vanessa Paradis avant, quand ils étaient ensemble. Voilà. Et le problème de Jean Rochefort, c'est que, tu sais, il regarde à la caméra, il fait, ça va pas du tout, il a mal. Ouais, effectivement, il s'est brisé le dos. C'est pas le dos, je crois que c'est genre pire, c'est genre c'est pas le coccyx ou quelque chose comme c'est entre. Ah, c'est peut-être plus bas, mais. Non, il s'est brisé le périnée, je crois. Ou le périnée, ou le bassin, je sais plus. Enfin, il s'est brisé le périnée et donc du coup, il fallait l'opérer d'urgence et ça veut laisser dire qu'il remonterait plus à cheval. D'ailleurs. Ouais, ça, je veux dire, briser le périnée alors que son rôle, il est à cheval quasiment tout le temps. Imaginez un petit peu le calvaire que ça devait être, quoi. Oh, le pauvre. Et voilà, donc ça c'est... je sais pas si c'est la première ou la deuxième tentative de faire le film, mais par contre, évidemment, à regarder, c'est hilarant, quoi. Bah, surtout c'est un document comme t'en vois finalement peu parce que surtout dans ces années les années 2000 c'est le moment où ils ont commencé vraiment à tourner des masses, tu sais, des making of, puisqu'avec l'essor du DVD c'était devenu la norme, donc ça commence à se faire beaucoup et les making of, moi je suis pas un gros consommateur de making of parce qu'en fait ils ont tous la même formule, tous le même truc, en fait, tu vois toujours les mêmes choses. Le truc c'est qu'avant aujourd'hui tous les making of sont formatés, oui, voilà. Et on prévoit les making of avant même de tourner les films, surtout là, par exemple avec les films Marvel, tout ce qui est blockbuster, et là, le making of est déjà pensé à avance, quoi. Et là c'est vraiment, pour le coup c'est le Some Kind of Monster de Terry Gilliam, parce que Some Kind of Monster c'est un documentaire sur Metallica, sur l'album Saint-Anger, et c'est exactement pareil, c'est à dire qu'au début ça commence comme un making of classique et en fait tout va le pire que tu peux imaginer et ça part dans des cacahuètes et t'assistes à des trucs que tu vois jamais, en fait. T'assistes à des gens qui se prennent la tête, qui littéralement désespèrent, ça prend des proportions bibliques même à certains moments, tellement les mecs ils ont pas de peau et tellement tu les vois dépérir et décrocher de leur projet. Enfin, c'est une leçon sur le désespoir humain et la création artistique. Enfin, c'est vraiment formidable à voir, quoi. Donc, c'est ça qui est le pire, c'est que c'est vraiment hilarant, quoi. C'est hilarant. Ah oui, les mecs ils sont surtout qu'aujourd'hui on a encore moins de remords d'en rire parce que finalement ils ont réussi à le faire leur film 10 ans après, donc ça c'est entre guillemets bien terminé finalement, mais c'est vrai que tu te dis c'est digne d'un film, tu te dis littéralement ce qui leur arrive au bout d'un moment, tu voudrais l'écrire, ça pourrait être un scénario à la Agnès Jaoui, tu vois, le truc. Et ils auraient pu faire une suite parce qu'ils ont essayé de refaire ce film après. Avec il y avait Ewan McGregor, il y avait John Hurt, et puis John Hurt il a chopé un cancer entre temps, enfin vraiment genre les dieux du cinéma ne voulaient pas que ce film se fasse, mais finalement il l'a fait, et la vie de Don Quixote et donc son combat improbable et contre les moulins à vent, rappelons-le, et oui d'après l'œuvre de Miguel Cervantes, pour prendre nos auditeurs pour des incultes quand même. Non, non, pas forcément. Je veux dire, c'est pas forcé que Don Quixote soit un personnage qui soit très connu. Oui, il y a peut-être les gens qui disent Don Quixote, la chaîne de magasins au Japon. Ouais. Et donc, finalement, ce film s'est fait avec. Alors, j'ai vu, il y a Jonathan Pryce, et c'est Adam Driver qui joue. Ah non, il joue pas Sancho. Le film tel qu'il l'a terminé ces dernières semaines là. Non, mais bon, il y a et donc il y a Adam Driver et il y a Olga Kurilenko, jolie. Ah d'accord, oui. D'accord. C'est différent. C'est un autre genre. Mais pourquoi pas. Mais écoute, nous verrons sur place. Ouais. Le problème, c'est que je pense que Terry Gilliam a déjà donné le meilleur de lui-même. Ouais, je pense aussi qu'il est un peu en tant que cinéaste, il est un peu fatigué, Terry Gilliam. Il a 76 ans quand même. Ce qui le situe 3 ans plus jeune que Ridley Scott. C'est ce que je savais ce que tu allais dire. Je sais que tu allais dire ça. Ouais, s'il y a un mec dont il y a un mec dont il faut savoir l'âge, c'est Ridley Scott. C'est exactement. Où est-ce qu'on met avec Clint Eastwood. Ah, avec Clint Eastwood, c'est différent. Bah ouais. C'est différent. Ouais. Où est-ce qu'on va mettre ce beau documentaire? Parce que c'est vraiment un très très beau. C'est beau en plus, c'est super beau. Ah mais c'est un film, c'est vraiment un film formidable, quoi.
Moi, je le mets... Je le mets... Je le mets en dessous d'Apocalypto, moi, personnellement. Ah ouais, tu le mets très très haut, en fait. Ah oui, c'est vrai. Enfin, pour moi, ça fait partie des documentaires tels que ça devrait être. Moi, je Non, le mets sous We on the Night, quand même. D'accord, bah écoute, ça me va. Mais c'est vraiment un très... Ça reste très haut, ouais. Je pense que c'est un film essentiel si tu t'intéresses au cinéma et à la structure du cinéma, quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment, oui, t'apprendras plus de choses sur le cinéma et même le cinéma d'un point de vue purement technique, etc., que dans d'autres ouvrages beaucoup plus carrés, etc. Enfin, c'est vraiment à voir si t'aimes le cinéma en tant qu'industrie presque aussi. Ah oui, c'est clairement ça, parce que c'est vraiment une lutte sans fin pour lui. Tu es encore d'aplomb pour faire une liste ? Mais comment ça, une liste, Daniel ? Allez, on est parti là. Je te provoque. Merde, ok, alors écoute. On remercie Julien. Mais oui, merci. Merci beaucoup pour ta liste. Et on va prendre une liste et on va prendre des goûts un peu éclectiques. Oh là. Voilà. C'est une liste qui s'appelle d'Iran jusque 7, puis Paris. D'accord. Et c'est rien qu'avec le titre, tu pourrais presque comprendre ce qui se passe. C'est une liste qui est envoyée par Muriel Valta. Merci Muriel. Et le premier film de cette liste, c'est Persepolis. Ah bah oui, de Marjane Satrapi. Voilà, exactement, qui est l'adaptation de sa BD. Ouais. Voilà, donc qui raconte sa vie en Iran pendant la révolution culturelle. Et puis du coup, ben, tout ce qui... Et l'exode. Voilà, tous les changements que ça va entraîner. Et entre autres, effectivement, son exode, son arrivée en France. Et puis après, ben, ce qui va après déclencher la suite de sa carrière. Donc c'est un film d'animation, précisons-le. Persepolis. Voilà, alors je m'en souviens plus exactement, mais je sais que j'avais bien aimé Persepolis. J'ai pas lu la BD. Je pense que c'est le chef-d'œuvre de Marjane Satrapi. Oui, parce que je remets un peu ce qu'elle a fait par la suite. C'est The Voices, c'est elle. Ouais, je pense aussi qu'effectivement. Mais c'est le truc qui relate, c'est l'histoire qui relate sa vie. Tu peux pas aller au-delà d'un truc aussi radical sur son propre passé, quoi. Oui, et puis... C'est comme l'Arabe du futur qui est un peu le chef-d'œuvre de Riyad Satouf, quoi. De Riyad Satouf, voilà. Et oui, puis en plus, moi, ce que j'aimais bien dans Persepolis, c'est qu'au-delà de son histoire personnelle, c'est un film qui traite de la révolution culturelle iranienne de façon... Enfin, il y a vraiment un côté à la fois érudit parce que t'as plein de détails factuels, etc. Mais à la fois, l'angle personnel fait que tu rentres dans le truc sans être assommé. Enfin, vraiment, t'as un très bon équilibre entre le... Parce que le film est pas léger, entre guillemets, mais t'as quand même un ton un peu décalé parce que c'est aussi le regard et les souvenirs d'une petite fille, tu vois. Et, oui, qui devient adolescente. Donc t'as cette confrontation entre cette petite fille qui doit se construire elle-même et ce pays qui se déconstruit, parce que c'est littéralement ça, hein, l'arrivée non, pas l'arrivée, le départ. Non, le départ du Shah et le départ du Shah, voilà. Le départ du Shah et l'arrivée de Ayatollah. Voilà. Donc ouais, c'est vrai, parce que c'est vraiment ça le départ du Shah d'Iran et l'arrivée de l'Ayatollah. C'est vraiment un pays qui se déconstruit. Donc t'as ce parallélisme entre la jeune fille et le pays, et donc c'est à la fois instructif parce que moi je connais vaguement l'histoire de l'Iran, mais je la connais pas dans les détails. Je suis pas spécialiste de ça. Alors moi je suis pas spécialiste, mais je connais pas mal de gens qui sont des réfugiés de l'époque du Shah. Donc voilà, c'est une histoire qui mérite d'être racontée, parce que voilà, ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'Iran a toujours été, et l'est toujours d'ailleurs, un formidable bouillon culturel, quoi. Oui, c'était ça. C'est une cité, quand même, Persépolis, c'est pas un hasard qu'elle a pris ce titre. C'est que Téhéran, dans les années 70, il y avait la créativité, les architectes, il y avait énormément d'artistes et de cinéastes aussi. Et tous ces mecs-là se sont fait dégommer, désiguiller par l'arrivée de Ayatollah et puis les citoyens aussi, qui a restauré un régime dictatorial basé sur la religion.
Voilà, et du coup, et tous ces citoyens iraniens qui ont vu leurs droits disparaître les uns après l'autre, notamment les femmes. Oui, voilà, exactement, les femmes. Notamment les femmes, et c'est ça qui est de super intéressant, c'est que t'as cette femme qui cherche son identité, qui cherche à se construire, qui en plus, comme modèle, une mère, le personnage de la mère dans Persepolis est très fort en fait. Qui est joué par Catherine Deneuve. Voilà, exactement, qui est très fort, très inspirant, et le fait d'avoir choisi Catherine Deneuve pour le doubler n'est évidemment pas innocent quand on se rappelle de l'icône qu'était Catherine Deneuve dans les années 60-70. Notre chère Belle de Jour. Voilà, exactement. Et qui est aussi inspiré de John Woo d'ailleurs. Belle de Jour, tu vas dans une balle dans la tête. Bah oui, je vois très bien. Donc voilà, donc t'as cette pulsion, cette envie de cette jeune fille, et à côté, justement, le pays qui arrive et qui lui coupe l'herbe sur le pied et qui lui impose un mode de vie beaucoup plus régressif. Donc voilà, c'est un regard qui est à la fois intime et historique sur une période de l'histoire du monde qu'on connaît pas forcément. Enfin, je veux dire, c'est pas en tant que Français, c'est pas forcément quelque chose qui est central dans notre récit national. Je vais dire un truc par mais contre, qui est très important pour le récit du monde, enfin pour l'histoire contemporaine. En tant que fils de réfugiés politiques, j'ai une espèce d'affect pour toutes les histoires de réfugiés politiques. Et en plus, mes parents en côtoyaient beaucoup parce que ils travaillent dans une organisation internationale. Donc du coup, j'ai rencontré pas mal d'Iraniens. Et par contre, moi, j'ai aussi lu les témoignages de mon père de ce que c'était que l'Iran sous Shah, et ça avait l'air d'être nawak. Il m'a dit on y allait pour la et il dit la drogue était en tas, quoi, genre c'était Tony Montana. C'était inimaginable d'après ce que je... Et oui, donc oui, voilà, c'était une autre époque. Donc voilà, oui, vraiment, mais c'est marrant parce que maintenant en reparler, finalement j'ai plus de souvenirs que ce que j'en croyais. D'abord, c'est toujours le cas, j'ai envie de te dire. Oui, non mais c'est ça. Il faut le rappeler, je sais pas s'il faut le rappeler après 1 heure d'émission, que papa ne prépare rien du tout, il se base tout sur les souvenirs. J'ignore tout. Ouais. Et moi aussi en fait, moi je prends les listes un peu comme ça, comme elles viennent, comme elles m'inspirent, mais je me documente jamais avant non plus, pour garder un peu plus de fraîcheur, pour avoir vraiment notre ressenti cinéphile, sans que ça soit à Wikipédia, sans qu'on vous fasse... C'est ça, oui, parce que vous étonnez pas si certains détails on les zappe ou des choses comme ça, voilà. C'est qu'ils nous ont pas finalement marqué en fait aussi. Si vous voulez du factuel, les mecs, allez sur Wiki ou allez... ou regardez simplement les films, mais oui, nous on fait vraiment le ressenti. Donc, et pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Donc, oui, je pense effectivement que c'est son meilleur film, sans discuter. Où est-ce qu'on le met ? Où est-ce qu'on le met, Persepolis ? Poum, poum, poum. Je le mets sous Rocky Balboa Heavy Road. Écoute. Est-ce que tu as une autre suggestion ? Non, si, c'est bien. Non, entre Rocky Balboa et Zero, je pense que c'est la bonne place. Entre les deux ? D'accord, très bien. C'est la bonne place, je dirais. Et on est content. On l'a dit aussi dans les premiers épisodes des années 2000, il y aura évidemment de plus en plus de films réalisés par des femmes. Parce que... tout simplement, elles ont eu plus accès à la réalisation. Parce qu'il y en a beaucoup plus, quoi. Voilà. Alors... C'est qu'on les laissait faire. non, mais c'est con à dire, mais c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Et deuxième film de cette liste très pertinente, c'est La Graine et le Mulet d'Abdelatif Kechiche. Oui, La Graine et le Mulet, donc c'est... Alors je les confonds toujours. Alors, La Graine et le Mulet, est-ce que tu veux que je me lance ? Parce que je connais un petit peu le sujet, je l'ai vu énormément de fois. Ah bah, tu l'as vu énormément de fois, vas-y, fais le pitch. Alors, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui travaille sur un chantier naval à Sète. Il est divorcé, donc il vit seul, il vit dans un hôtel. La patronne, elle lui accorde un peu... il sort en fait avec elle, mais surtout, il a une petite chambrette. Et il se lie d'amitié avec sa fille, avec la fille de la patronne. Ouais, tout à fait, ouais. Mais il reste quand même lié à sa famille, donc il a pas mal d'enfants de son mariage. Donc, il est essentiel, il décide d'ouvrir un restaurant. Ouais, c'est ça, un restaurant. Sur un bateau. Et dont le principe est simple, tout le monde fait du couscous. Voilà, exactement. Couscous barbecue. Lui, il fait du couscous avec du mulet, donc avec du poisson. Et exactement. D'où le titre du film. Voilà. Et donc, il a besoin de l'aide de sa famille, il a besoin de l'aide de ses enfants pour donner vie à ce rêve. Et je sais pas comment tu te situes, et je vais te laisser peut-être commencer. Juste, je veux te dire un truc, c'est que j'adore ce film. Je le trouve extraordinaire. Bah écoute, voilà, la Graine et le Mulet, c'est effectivement c'est un film qui est vraiment très réussi parce que
à chaque fois, quand tu as toujours ce vieux cliché du cinéma social français qui va être un long pensum pénible. Et en fait, là, pas du tout, parce que vraiment l'angle de la famille est vraiment bien utilisé. C'est-à-dire que t'as pas de misérabilisme dans l'approche des personnages et des situations. C'est-à-dire que le type, c'est une famille élargie, ils ont pas beaucoup d'argent, lui il vient de se faire licencier. C'est pas ouin-ouin. C'est pas ouin-ouin, c'est pas Mohamed sans famille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le type, c'est un état de fait, voilà, et ils sont toujours dans une dynamique, tu vois, les uns par rapport aux autres. Enfin, t'as vraiment une générosité. C'est vraiment un film sur la générosité des gens et la générosité entre eux. Et c'est vraiment ça qui. Et il y a toujours un rapport de force. Qui pousse les personnages, qui pousse les personnages. Et voilà. Et t'as pas le côté, des frères Dardenne. On va filmer un visage boursouflé qui pleure en gros plan. C'est pas du tout ça. Et c'est vraiment. Enfin, du coup, ça prend un espèce de contre-pied avec un pitch pareil. Et c'est vachement positif et ça te porte vraiment, quoi. Non seulement ça te porte, mais en plus il joue avec le montage. C'est-à-dire il t'implique énormément dans les scènes de famille. Par exemple, il y a une scène où il mange justement le couscous à midi dans la famille de son ex-femme. Il y a toute la famille réunie et la scène est très très longue, mais elle est faite de manière à ce que tout soit assez charnel et sensoriel. Il y a toujours un rapport à la bouffe chez Keshish. Il y a toujours des scènes où les gens s'empiffrent. Et le fait est que souvent, le montage va faire que les scènes, parfois à regarder, vont être des défis. Il y a une scène de danse du ventre à la fin, où littéralement, c'est une scène jusqu'à l'épuisement. Tu te demandes ce qui va se passer, quel est le propos, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer. Après, tout fait sens. Tout retombe sur ses pieds. Mais Keshish, il envisage aussi le cinéma comme un combat. Il y a un rapport de force constant dans son cinéma. Par exemple, là, le personnage de Slimane, donc le père de famille, il est en opposition avec son ancienne famille. Et du coup, il aime bien en fait sa belle-fille, quelque part, qui est jouée par Afia Herzi, son premier rôle. Keshish aussi, découvreur de talent, il sait faire. Dans son précédent film, il avait fait jouer... Attends, excuse-moi, je vais le refaire. De quoi, l'Esquive ? Dans l'Esquive, dans son précédent film, l'Esquive... Non, c'était Sarah Forestier. Ah, Sarah Forestier, voilà, c'est ça. Ah non, il avait fait jouer aussi Sabra Ouazani dans ce film-là. Donc oui, non, c'est un mec qui sait découvrir les talents, il sait aussi les sublimer, en fait, en fonction de ce qui leur arrive. Et tu vois... Vraiment, je pense que c'est une des scènes du ventre elle est filmée comme une scène de snipe dans Hurt Locker, quoi. Tu te demandes qu'est-ce qui va se passer, qui va tenir, qu'est-ce qui va basculer. J'adore ce film de manière passionnelle. Je trouve que les rapports de force, je te parlais des rapports de force, il y a aussi le rapport de force évidemment, ça c'est Keshish, entre les bourges et les moins bourges. Lui, évidemment, il vient d'un milieu plus modeste, donc les gens s'entraident. Mais quand même, il y a toujours un regard sur les gens qui viennent pour déguster le couscous gratuit de la journée d'ouverture, tu vois. C'est des espèces de regards sur la bourgeoisie de Sète. Ce film partait avec énormément de points faibles pour moi, puisque c'est un film où ils ont tous des accents et genre, t'es pas sûr de comprendre. Ça se passe à Sète et je suis pas sûr d'être passionné par l'histoire d'un vieux mec qui perd son taf à Sète. Et en plus, c'est un film très long. C'est un film qui dure 2h30 parce qu'il prend son temps pour installer les scènes. Donc il y avait quand même 3 grands points faibles. Et je pense que c'est pour l'instant, et non, j'en suis sûr même, que c'est mon film français préféré des années 2000. Alors moi, c'est pas mon film français des années 2000, préféré des années 2000, mais par contre, pour moi, c'est le meilleur Abdelatif Kechiche. Ah bah alors, et je pense, et oui, et dans ma phrase appliquée aussi, c'est le meilleur Abdelatif Kechiche. Voilà, pour moi, c'est effectivement son meilleur film, quoi. Il y a un côté, moi, alors les gens vont peut-être trouver que je fais des rapprochements un peu étranges, mais il y a vraiment un côté The Deer Hunter dans la manière d'aborder. C'est intéressant tout ce qu'on peut lire dans ce film. Le film et les personnages, parce que justement c'est pareil, c'est-à-dire que tu retrouves la même structure, effectivement, comme tu l'as dit, des scènes très longues et a priori anodines. Enfin, tu vois, tout le monde se rappelle de Deer Hunter, la scène du mariage. Qui dure, je crois, littéralement 25 minutes. Et t'as vraiment ce même rapport. C'est ce côté.
qu'est-ce qu'il fait. Et puis finalement, c'est le propos du film là, c'est-à-dire que tu construis des personnages et t'arrives à la fin, tu vas au bout du parcours avec eux, quoi. Ouais, je veux pas avoir l'air de sortir les gros films, mais moi ça me fait penser à La Règle du jeu, ce film. Alors je déteste La Règle du jeu, donc c'est un très mauvais exemple. Donc... Non, mais tu vois, pour sa signification historique, je sais qu'on a eu cette conversation, mais et c'est pas mon Renoir préféré, mais dans le conflit entre les classes, les richesses, oui, entre les classes. Je pense que ça a le mérite de mettre le point sur énormément de choses dans la société, et en plus de faire un film, un objet de cinéma extraordinaire. C'est un film qui a été produit par Claude Berry, en plus c'est sa dernière production, c'est une de ses dernières productions avant de mourir, donc en plus il y a un côté assez mélancolique. C'est un film très mélancolique, très joyeux et très mélancolique à la fois. J'adore ce film, voilà. Bah écoute, où est-ce qu'on va le classer? Pour moi, je t'ai dit, c'est meilleur film français. Pour moi, c'est top 10 et c'est Sous le voyage de Chihiro. Pour moi, je laisserais OSS 17 au-dessus. Est-ce qu'on coupe la poire en deux et je descends à The Host? Allez, je te le laisse. Et je veux bien entendre que The Host est... Allez, non, mais je te le laisse. Tu me laisses où, Sous le voyage de Chihiro? Ouais, je suis sous le voyage de Chihiro. Va. Oh là là. Et là, c'est vraiment du Bollocks, c'est vraiment du cinéma Bollocks, là, quand même. Hein. Là, non, mais je te laisse. Et en plus, on peut vous dire un truc, c'est que La Garde des Mêlées, en plus, c'est un film qui peut ne pas vous plaire, parce que c'est un film qui, comme on l'a dit un peu pour les films précédents qu'on a vus aujourd'hui, c'est pas un film qui est appelé à nous caresser dans le sens du poil. C'est pas un film appelé à être universel, en fait. Ah, ça, c'est sûr. Et puis même dans la façon de cadrer, de filmer, enfin t'as un côté un peu reportage de guerre, tu vois. Ah, complètement. Keshish qui prend sa caméra, qui est tout le temps en mouvement, qui va chercher. En fait, c'est ça aussi. La caméra de Keshish va aller chercher les scènes et les personnages dans le truc. Donc effectivement, ça peut vraiment vous laisser au bord de la route. Mais pour moi, à mon sens, il est beaucoup moins important que pour toi. Mais voilà, je sais, tu vois, je sens, Daniel, quand un film est important pour toi. Donc ça ne me choque pas du tout de le voir à cette place-là. Je suis même pas concerné par enfin, on devrait tous être concernés par ces histoires-là, mais il parle des générations des pères venus du Maghreb et qui parlent pas très bien français. On n'est pas directement la cible, entre guillemets, a priori, quoi. Non, pas du tout. Mais c'est le côté universel de son propos qui le rapproche peut-être, tu vois, de John Cassavetes, tu vois. Alors certains diraient Ken Loach, mais je pense que c'est plus fort que Ken Loach, pour moi. Alors pour moi, Cassavetes a toujours été meilleur que Ken Loach. Hein. Ah oui, non, bien sûr, mais je te parle de Keshish. Oui, Keshish pour moi est plus fort que Ken Loach aussi. Ken Loach, rappelons-le, c'est la Palme d'Or de l'année dernière, tout le monde l'a oublié. C'était quoi, Le vent se lève, c'est ça? C'est Le vent se lève. Non, Le vent se lève. Non. Le vent se lève, quand tu me dis Le vent se lève, c'est le Miyazaki, non? Oh putain, j'ai oublié. Bref, c'était le Ken Loach 2016. C'est ça, c'était la QV 2016. Putain, Ken Loach, il en prend pour son grade. Donc, Gradin des Mulets est il a rien demandé en plus. 5e meilleur film des années 2000. Je pense que ça va déclencher un peu de courrier. Bah c'est au-dessus d'Avatar déjà. Hein, alors, c'est au-dessus d'Avatar. Ça a posé problème. C'est au-dessus de... C'est au-dessus d'X-Men et de Darjeeling. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je crois que c'est une des rares à nous l'avoir... Sinon, la seule à nous l'avoir proposé. Et c'est un film dont je voulais parler. Et le 3e film de sa liste est La Journée de la Jupe. La Journée de la Jupe avec... Adjani. Isabelle Adjani. Donc cette... Alors je sais plus, elle est prof, c'est ça? Ouais, elle est prof... je sais pas si elle est pas prof de théâtre. Je sais plus. Elle est prof de quelque chose. Prof de quelque chose dans une banlieue. Voilà, et globalement, elle pète les plombs. Non, prof de français, voilà. Prof de français. Elle pète les plombs et... Non, c'est pas qu'elle pète les plombs. Enfin, elle est en dépression nerveuse et puis elle perd pied globalement. Elle est fragile. Elle est fragile. Elle est célibataire. Ouais. Ah oui, voilà. Et pourquoi je pense elle était prof d'acting, c'est que elle fait le cours de théâtre. Oui, ça va dans un amphithéâtre en fait, dans mon souvenir. Et c'est ça. Et en fait, du coup, de façon fortuite, elle découvre une arme cachée par un de ses élèves.
et elle tire sur l'un d'eux. Quel prof n'a pas rêvé de faire ça, franchement? Je vous le demande. Tom Béranger. Voilà, bah putain, mais vivement quand on est dans les années 90 et qu'on parle de ce film, quoi. Putain, alors là, j'ai tellement hâte. Les vrais reconnaîtront. Exactement. Donc, et puis du coup, ne sachant que faire, elle s'enfonce toute seule, tête baissée dans la situation, en prenant sa classe en otage. Ouais. Voilà, c'est ça. Puis après, le pitch, c'est huis clos, jeu de tension, rapport de force entre le tenant de l'autorité qui est donc le professeur et les élèves, et puis toutes les rancœurs qui ressortent, etc. Voilà, quoi. Et il y a un moment dans ses revendications, pour montrer à quel point elle est en train de péter un boulard, elle demande, attends, je viens de googler son nom, c'est Sonia Bergerac, donc son personnage, demande à ce que toutes les filles viennent en jupe à l'école. Oui, c'est ça exactement. C'est ça d'où vient le titre. C'est pendant une journée pour lutter contre l'idée que les filles en jupe sont des putes. Voilà, exactement. Et du coup, comment dire, au-delà du plaisir de voir un prof tirer sur ses élèves, c'est un film que je trouve pas extrêmement réussi, pour rester poli. Il est pas très. C'est-à-dire, je comprends complètement le message. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que t'as plein d'ingrédients dedans qui peuvent faire valoir l'existence du film. Et en plus, d'habitude, j'ai l'habitude de vanner le jeu d'Adjani, mais là, il donne à Adjani l'occasion d'être en raccord avec son disons, sa gamme de jeux, on va dire, si tu vois ce que je veux dire. C'est que d'habitude, elle joue les rôles un peu de fofolle, pour parler pudiquement. Et là, elle a trouvé ce qu'il lui fallait, quoi. Oui, puis en plus, je crois qu'au niveau de sa carrière, Isabelle Adjani, ça arrive à un moment où elle était assez oubliée du grand public. Tout le monde avait oublié qu'elle sait jouer les folles. Et même des instances, enfin c'était le creux de la vague, il me semble, pour elle. J'ai plus souvenir de sa film exact, mais je sais que c'était vraiment le film du comeback, parce que forcément sujet à polémique, etc. Donc c'était là un peu le film qui a fait ressurgir Isabelle Adjani, voilà, avec un truc voilà, qui en impose, etc. Mais voilà, le problème c'est que c'est un film, en fait, déjà je le trouve laid. Voilà. Il est réalisé par Jean-Paul Lienfeld, qui a réalisé un film que plein de gens connaissent, qui s'appelle 4 garçons pleins d'avenir. Voilà, exactement. Tu l'as vu ? Oui. Ouais. Oh merde. Je l'ai vu. J'entends à ta voix que tu l'aimes. Ouais, il y a plein de gens qui l'aiment. Hein. Oui, je sais. Ouais. Bah écoute, on en reparlera le moment venu. Mais oui, et c'est vraiment, c'est un film que je trouve laid, c'est-à-dire. Alors, il y a un truc qu'il faut remettre au centre de la problématique. C'est un film qui a été fait avec très peu de moyens. Oui, très peu de moyens. Ça a coûté 1 million et quelques. Et parce que c'est une production Arte. À l'origine, c'est un téléfilm, en fait. Et il a été diffusé à la télé. Et ensuite, il est sorti rétroactivement en salle à cause du succès sur Arte. Et donc, c'est le phénomène inverse de Okja et de tous les autres films diffusés sur Netflix, en fait, quelque part. Oui, parce que nous, on accepte tous les films. Hein. Nous, on n'est pas... alors, c'est un peu le duel français, hein, quelque part. Non, mais le problème, c'est que, ouais, mais le petit budget excuse pas tout, c'est-à-dire que en fait, c'est un film qui se contente de son idée de départ. C'est vraiment ça. Alors voilà. C'est-à-dire qu'il a une idée de départ est vraiment fort, et après l'idée de départ est vraiment patauge. très forte et comporte plein d'éléments, mais aussi bien sur le fond comme sur la forme, il n'en fait rien, ou en tout cas ce qu'il en fait, ça va pas dans le bon sens. Enfin, la fin est grotesque. La relation avec Denis Podalides. Podalides, pourquoi je dis Podalides, Denis Podalides, enfin ça s'enfonce vraiment dans un jeu de caricature qui est très 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 fatigant, et vraiment visuellement ça ressemble à rien. Enfin, du coup, c'est un film qui passe complètement à côté de lui-même, quoi. Et il y a un autre détail, et alors toi tu parles vraiment qualité filmique, il y a un autre détail, c'est qu'en fait il y a un twist final. Oui. Et le twist final, en fait, est très
Bah après, tu peux pas inviter des milliards de twists pour des situations comme ça, mais me rappelle énormément The Human Stain, qui s'appelle en français La Tâche de Philippe Roth. Et donc il y a un twist aussi dans ce bouquin-là, et ceux qui l'ont lu savent à peu près de quoi, je veux pas spoiler ni le film ni le bouquin, mais savent de quel est le problème, quelle est la problématique. Oui, voilà. Tout à fait. Et voilà, c'est un film très limité, voilà, c'est ça le problème. Ouais, exactement. Non, mais voilà, je disais tout à l'heure que la fin était grotesque, voilà, ça en faisait partie, quoi. Alors non, je trouve qu'elle est assez intéressante. Le problème, c'est que elle a pas les moyens d'être. C'est ça, non mais t'as pas les moyens d'être frappant en fait. C'est ce que je dis. C'est vraiment le film qui se contente de son idée de départ comme d'ailleurs l'adaptation du film, l'adaptation en film de La Tâche d'ailleurs. Je crois pas que je l'ai vu, tiens d'ailleurs. C'est avec Anthony Hopkins de mémoire et Nicole Kidman. Et dans le bouquin, tu vois, normalement son physique, il est average, et là, c'est Nicole Kidman. Oui, c'est ça. Physique average. Et Anthony Hopkins, joué jeune, il est joué par Wentworth Miller, que tu connais, c'est le mec de Prison Break. Prison Break, ouais. Ah, que de souvenirs. Bon. La journée de la jupe, où est-ce qu'on le met ? Un film revendicatif, je le mets sous V for Vendetta, quoi qu'il arrive. Oui, moi aussi, c'est vraiment... Malgré le propos intéressant. Hein. Non, mais une idée ne fait pas un film. Hein. On l'a déjà dit. Et un gag peut faire un film, mais un seul. Moi, je le mets... Moi, personnellement, je le mets en dessous d'Irréversible. Bah, je le mets sous Trouble Every Day. Ouais, c'est ce que je veux dire, sous Trouble Every Day, qui est quand même plus intéressant... Et qui, ne serait-ce que filmiquement, a déjà quand même beaucoup plus de choses à faire valoir que la jupe, quoi. Alors, écoute, voilà, on a fini avec cette liste. On remercie Muriel Valta pour sa liste. Merci Muriel pour ta liste. Très originale liste. Maintenant, ça dépend de toi, monsieur Pujadas. Quel est ton niveau de santé ? Moi, mon niveau de santé, il est au top niveau. Vraiment, tu peux en faire encore une ? Avec tous les médocs que j'ai pris, là, je suis pas prêt de dormir avant 2-3 heures, donc si tu veux... C'est vrai ? Autant y aller. Bon, écoute, grâce à la maladie de Stéphane Boulet, vous avez droit à une nouvelle liste. Mais alors, tu me feras une petite reco. Alors, cette liste nous est envoyée par Rico. Merci Rico. Et c'est une autre thématique qu'on a déjà vue, c'est-à-dire c'est les réalisateurs déplacés. Le titre de cette liste, c'est « Certains réalisateurs se sont aperçus que faire de la délocalisation cinématographique à Hollywood, ça marchait pas toujours bien, et ont décidé de revenir dans leur pays d'origine pour le plus grand plaisir de leurs concitoyens, ou pas. » Oula. Et le premier film de cette liste était très demandé. C'est The Schwarzboek, Black Book de Paul Verhoeven. Mais oui, de Paul Verhoeven, donc qui revient et qui filme l'histoire de la résistance hollandaise à travers le parcours d'une jeune femme qui va servir elle est infiltrée, je crois que c'est ça. Oui, en fait, elle travaille. Je sais plus. Elle est dans la résistance hollandaise. Elle est mais elle travaille, je crois qu'elle a un truc, elle est un truc administratif. Oui, elle est, je sais plus ce qu'elle fait, mais en tout cas. Bon, en gros, elle est en position de côtoyer finalement les instances nazies en Hollande, et elle est aussi résistante. Voilà. Et il l'envoie elle est en position d'être résistante, du coup elle est espionne, et il l'envoie dans les bras du militaire de l'officier SS en place dans à cet endroit-là, quoi. Et je crois qu'il est joué par alors je crois que c'est qui, c'est Sébastien Koch, c'est ça, Sébastien Koch, voilà, qui est un acteur que j'aime beaucoup personnellement, que tu vas revoir un peu pas mal cette décennie, dès qu'il faut un Allemand, quand il n'y a pas il était dans Le Pont des Espions. Voilà, quand il y a pas Bull qui est présent, c'est lui, voilà, globalement. Et voilà. Et donc c'est pas la première fois. Je reconnais le charme teuton qui te plaît tant. Voilà, exactement. Non, mais en plus, il a eu des super rôles. J'espère qu'on en parlera un jour. Mais il a eu des super rôles, notamment dans une histoire de Stasi et d'écoute. En Allemagne. Et puis aussi, il a joué dans Die Hard, Belle journée pour mourir, de John Moore. C'est vrai, il faut bien manger, Daniel. Oui. Ne jetons pas la pierre. Quand t'es allemand, à un moment, il faut mettre la main à la pâte, il faut jouer les méchants.
Et donc du coup, Verhoeven, c'est pas la première fois qu'il filme la résistance hollandaise. Hein. Il a le fameux Soldier of Orange avec notre ami Rutger Hauer, mais ça c'était avant de Partir de cette nuit, qui avait déjà fait pas mal parler de lui pour son rapport très, comment dire, direct à la torture et surtout à la nazification de ses personnages. Donc là c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes pendants. On est vraiment sur un film d'espionnage plus classique en fait. Puisque vraiment c'est ça le cœur, l'espionne infiltrée, la relation entre comment tu travailles des rapports humains, comment est-ce que tu dissimules ce que tu fais, etc. Où est-ce que ça va l'amener, la reconnaissance que ça va lui apporter ou pas, justement, puisque ça va pas forcément se finir de façon extrêmement joyeuse non plus. Quoi, Black Book? Black Book, disons qu'il y a ces fameuses scènes de saut à caca. Alors voilà, le truc c'est qu'il faut remettre les choses dans un contexte. Rachel, qui est donc jouée par Carice Van Houten. Donc Rachel en plus est juive, donc elle se cache doublement puisque oui, exactement, ouais. Puisque non seulement elle se planque des autorités, mais en plus elle se planque sous une autre identité pour séduire cet officier SS et aider donc la résistance. Mais le problème, c'est que elle n'est pas la seule espionne en fait. Il y a d'autres personnages qui jouent qui jouent sur plusieurs tableaux. Il y a des agents doubles. Il y a peut-être des agents triples. Triple, ouais. C'est un broglio. Ce qui fait qu'on tombe un peu dans une dichotomie très Verhoeven, c'est-à-dire les nazis sont pas tellement nazis. Enfin, plutôt il y a du bon chez les nazis et chez les gentils résistants, il y a aussi des connards. Et donc, le problème, c'est que quand elle va être débusquée par les Hollandais, elle va être considérée comme une collaboratrice. Comme une collaboratrice, parce qu'évidemment, soit ses camarades sont morts, soit ils la lâchent. Enfin, il y a soit il la lâche, oui, voilà. c'est surtout ça, il la lâche, quoi. Donc, et donc, il y a une scène typiquement Verhoeven 2, acte 2, il y a une bassine de caca. Alors c'est même pas Verhoeven là, c'est carrément Pasolini oui, dans l'esprit. C'est clair. Et une bassine de caca et elle est balancée, genre il balance une bassine de caca. Alors j'ai envie de dire, j'aime pas le caca, mais si t'as commis un crime où les gens on t'abattait parfois pour collaboration et on te dit tu vas juste avoir une bassine de caca, tu choisis quoi? Tu choisis la bassine de caca. Tu choisis la bassine de caca. Et surtout il y a des trucs logistiques dont je me pose et les gens qui ont vu ce film vont se la poser aussi. Comment tu fais monter... Oui, comment tu l'as monté? Comment tu montres la bassine de caca. 200 kilos de caca? Genre, est-ce qu'il y a des poulies? Est-ce qu'il y a un truc motorisé? Et du coup, cette scène, pour moi, annule complètement le film, en fait. À partir du moment où j'ai vu une bassine de caca, j'ai fait Ok, c'est bon, on est dans de la... C'est Starship Troopers, quoi. C'est de la SF. Genre, en fait, comment on monte du caca et pourquoi on monte du caca et pourquoi on considère que quelqu'un trempé du caca est humilié alors que pour moi... Les gens qui sont humiliés par une telle méthode, c'est plutôt les gens qui font le mal. Ah, tu réfléchis, hein. Non, mais j'attendais que tu ailles jusqu'au bout de ton... Non, bref, c'est un film assez problématique et en même temps, il a énormément de charme, quoi. Oui, mais c'est un film charmant comme peut l'être un bon film d'espionnage au temps de la Seconde Guerre mondiale. En fait, tu parlais justement de ces Starship Troopers, etc. C'est-à-dire que le film a un peu ce paradoxe-là, qui est que Verhoeven veut faire un sujet sulfureux parce qu'il retourne enfin en Hollande, puisque en fait, faut quand même savoir que Verhoeven était parti d'Hollande, c'était pas complètement de son chef. Hein. Il avait s'était attiré les foudres des comités de censure et du gouvernement, et globalement, il avait été invité à foutre le camp du territoire. Donc, c'était une histoire très compliquée entre son pays natal et lui. Donc, du coup, il revient et forcément, il a cette volonté de faire un truc sulfureux parce que c'est Verhoeven, on attend forcément un truc sulfureux. Et aussi, c'est cette volonté de faire un film d'espionnage un peu comme on le faisait dans les années 60. Et t'as des scènes, t'as des enchaînements de scènes que je trouve très étranges. Justement, tout le coup des doubles et triples espions. Il y a un moment donné, ça devient un peu absurde. Et genre, la façon dont c'est traité le destin de cette jeune fille, tu sors du récit historique et après tu y reviens. Et puis justement, tu reviens avec ces scènes chocs. Il y a un truc très très étrange. Et c'est surtout la seconde moitié du film qui. La seconde moitié, la seconde moitié qui ne sait plus où est-ce qu'elle veut aller en fait. Elle fait du Verhoeven, c'est-à-dire elle te montre que les nazis de l'espace ils sauvent l'humanité. Et là, en l'occurrence,
c'est les nazis qui sont pas si méchants que ça. Enfin, il y a toujours un truc de... Tu sais quoi, le twist de ce film me fait penser à un film de Woody Allen, sauf que tu remplaces bourgeoisie juive new-yorkaise par des nazis. Tu vois, genre, ça me fait penser à Match Point, ce niveau d'ironie, quoi. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a la deuxième moitié du film est vraiment très compliqué, et tu sais plus quel film t'es venu voir. Et le caca est dans la seconde moitié. Voilà. Donc, alors que le début commence comme du Verhoeven, c'est-à-dire il y a une scène qui est assez mémorable, c'est quand donc Rachel est jouée par Caris Van Houten. Caris Van Houten que vous avez sans doute en tête puisque elle joue dans Game of Thrones, elle joue la sorcière qui est très méchante dans Game of Thrones. Alors il y a pas de personnage méchant dans Game of Thrones. Hein. Ouais, non, il y a juste des divergences d'opinion. Ouais, alors elle est très divergente puisque elle est pour l'incinération des enfants. D'enfants. Et oui. Voilà. Bah qui ne l'est pas. Ouais. Qui ne l'est pas. Jusque là ça fait consensus. Putain, quelle horreur. Quel connard. Putain, comment tu peux être père? Comment je peux être père? Comment je peux être prof? C'est fou. On me confie des enfants littéralement toute la journée. C'est ça mon métier, Daniel. Oh là là, putain. Oh putain, quel blagueur. Et donc, oui, il y a cette scène où elle se teint le. Le minou? Le minou. Elle se teint le Voilà. minou en. Genre, jambes écartées. Genre, il y a vraiment. C'est de la. Genre t'avais besoin. Genre. Pour se faire passer pour une blonde, c'est de la pure provoque Verhoeven et ça ajoute un peu à ce film un peu hors norme, quoi. C'est un film très hors norme de la part de Verhoeven, je trouve. Ouais, je pense que c'est il avait besoin de faire ce film parce que lui-même il savait plus trop en tant qu'artiste où est-ce qu'il était. Et je pense qu'il injecte dedans tout ce qui lui passait par la tête à ce moment-là, quoi. Enfin, il est plus dans un, il a plus le loisir d'être dans un rapport réfléchi comme dans Robocop, comme dans Starship Troopers, etc. Là, il est vraiment dans une impulsion. Tu sens vraiment ce côté. J'ai besoin de faire sortir ce film et de faire sortir ces images, etc. Voilà, je parlais de Soldier of Orange précédemment. Genre Soldier of Orange, c'est pas du tout la même histoire, mais surtout, on est sur vraiment un total autre niveau de maîtrise du récit déjà, rien que ça, et de la mise en scène. Donc là, voilà, c'est un film très pulsionnel, plus que d'habitude encore chez Verhoeven, et du coup, ça donne un côté très très foutraque d'un point de vue gamme d'émotions et d'un point de vue narratif, quoi. Est-ce que tu penses que je le mets trop si je te dis je le mets au-dessus du Fabuleux Destin d'Amélie Poulain? Alors, moi je mettrais quand même le Fabuleux Destin, parce que Fabuleux Destin de Poulain, c'est un film que j'aime vraiment bien, tu vois. Black Book, j'ai du mal à dire que j'aime ce film complètement. Dis-moi où tu le mets. Non, mais tu peux le mettre juste en dessous. Dis-moi ton plancher. Non, mais dis-moi ton plancher. Ah non, en dessous de Tropic Thunder en fait. Ok. Voilà. Mais sous Obrover. Au-dessus d'Obrover. Au-dessus d'Obrover, c'est ça. Eh ben écoute, dans lequel il n'y a pas de saut de caca. Alors, oui, c'est vrai. Il faut juste ajouter un truc, c'est que Verhoeven est pour l'instant le premier des films des années 80. Oui, bah oui, exactement. Genre, pour l'instant, son delta est assez puissant. Alors, deuxième film de cette liste, c'est Tournage dans un jardin anglais. A Cock and Bull Story de Michael Winterbottom. Je ne l'ai pas vu. Eh ben écoute, moi non plus, ça nous fait des devoirs de vacances. Ah bah voilà, putain, on a plein de devoirs, putain, il y a plein de trucs à rattraper. Alors tu sais quoi, je cherche sur Google tournage et ça me donne le tournage de Gaston Lagaffe a commencé. C'est mon premier. Bon, t'es prêt pour le dernier film de ces listes alors? Oui. Est-ce que c'est celui qu'on attend, Daniel? Tu penses à quoi? Bah je sais pas, toi tu penses à quoi? Ben, moi je vais te dire à quoi je pense. À Chinby, à savoir Les Trois Royaumes de John Woo. Ah putain, Les Trois Royaumes de John Woo, c'est pas celui que j'attendais, tu vois. J'attendais quoi? Vas-y, balance. J'attendais un autre film d'un autre Hongkongais. Ah, je vois ce que tu veux dire. Qui revient et qui bande qui est le patron. Tu croyais qu'on allait se terminer sur Time and Tide? Bah ouais. Ah non, on a eu un top 10 aujourd'hui, on va pas en faire un deuxième. Ah putain. On se garde encore Time and Tide. Est-ce que tu as vu Les Trois Royaumes de John Woo? Oui, je l'ai vu. Les Trois Royaumes, et ben tout simplement, c'est, pour faire simple, c'est Dynasty Warriors avec Tony Leung. Voilà. Et ça reprend la bataille de la Falaise Rouge pour les experts, avec au centre des débats, c'est Cao Cao.
et Ouais, voilà le méchant, mais il n'y a pas vraiment de méchant. Oui, bah c'est l'histoire compliquée de l'union de la Chine, en fait. Voilà. De l'union de la Chine à partir des 3 royaumes avec les chefs de guerre. Donc, comme dit, si vous avez joué à Dynasty Warriors, vous les connaissez bien tous, normalement. Vous connaissez toute leur palette de coups, il faut matraquer le bouton carré. Voilà, c'est tout. Ils sont tous là. Et là, mec, c'est 1h48 en version occidentale. Mais c'est 3 heures et des brouettes Et c'est 5 heures, non, je sais plus. 288 minutes en Chine. C'est ça. Ouais, parce qu'en Chine, you can't get enough of Chinese generals. Exactement. Donc Tony Young dans le rôle de Zhou Yu, Takeshi Kaneshiro. Kenshiro, ouais. Dans le rôle de Shu Liang. Et il y a Liu Bei aussi, faut pas oublier le vaillant Liu Bei. Oui, putain, c'est vrai, il y a Liu Bei, exact. Ouais. Exact. Donc le conseiller de Shu Liang. Il y a du beau monde. Non, et ça se castagne aussi, hein. C'est tout le propos. Enfin, c'est quand même, c'est quand même le propos de la bataille de Phase Rouge, c'est-à-dire que c'est une espèce de gigantesque bataille maritime, principalement. Puisque t'as ces fameux plans complètement délirants où tu vois des centaines de bateaux à perte de vue, puis ils rentrent tous dans une espèce de grande bataille, machin. C'est le début de l'image de synthèse mastoc chinoise. Voilà. Genre vraiment, ils se sont dit, ouais, ils ont pu le faire avec Lord of the Rings, on va faire la même chose avec voilà, c'est vraiment ça. Et puis bon, du coup, faut dire que c'est pas mon John Woo préféré. Non, mais pour un... Alors, c'est pas le retour Time and Tide, on y reviendra. C'est pas le retour Time and Tide, surtout, c'est même pas tant le retour... c'est pas le retour John Woo tel que nous l'aimions à l'époque, voilà, d'une balle dans la tête, du syndicat des crimes, etc. C'est pas du tout ça, c'est vraiment le retour John Woo post ce qu'il a fait Hollywood, post Wind Talkers, quoi, vraiment. Il essaye de se remettre dans le bain, là. Voilà, donc il fait mieux que Wind Talkers. Je spoil déjà la future place de Wind Talkers quand il tombera. Mais c'est vraiment, on l'a pris parce que il a fait des films qui ont marché aux États-Unis. Ça fait partie quand même des rares qui ont fait des films qui ont cartonné cartonné. Peut-être pas à la hauteur d'un Michael Bay, mais en tout cas qui ont fait des bons scores au box-office, alors que tous les autres se sont cassés les dents et sont perdus dans les Jean-Claude Van Damme à n'en plus finir. J'ai aucun souvenir si j'ai vu les deux parties une à une ou si j'ai vu le film occidental en moi, je l'ai vu en deux parties. Je l'ai vu en deux parties. Par contre, je suis incapable de différencier les deux parties. Si tu veux, au bout d'un moment, je suis en ce qu'on appelle dans l'éducation nationale en surcharge cognitive, quoi. Il y a trop d'informations à la fois. Il y a un truc qui est pour un film qui a cartonné, faut le dire, avec le marché chinois. Oui, de l'époque. Genre quand t'as 1,2 milliard 200 millions de gens qui peuvent aller voir ton film. Et tu leur dis que on fait un film sur votre histoire à 80 patates. Sur votre glorieuse histoire. Oui. C'est ça. Hein. Ils vont le voir. Et d'ailleurs, la musique est assurée par Taro Iwashiro, que tu connais, puisque il occupe la première place de son film. Occupe la première place de notre classement, puisque c'est le mec qui a fait les musiques de Memories of Murder. Ah d'accord, du coup voilà. Du coup ils se sont dit, ouais, lui ça a cartonné, on va faire lui, ça. Il y a moyen de faire un truc. Espérons que Super Ciné Battle nous classe haut. Oui, c'est exactement ce qu'ils se disent actuellement en Chine. Maintenant, quand ils produisent un film, ils ont la peur au ventre. Tu te rends compte, ça faisait longtemps qu'il n'a pas fait un film en chinois depuis les années 90. Ouais. Donc c'est son plus gros budget depuis beaucoup de pression, voilà. Non, mais beaucoup de pression, beaucoup d'effets spéciaux, puis beaucoup de pression du gouvernement chinois parce que les films tournés en Chine et spécialement les films tournés en Chine destinés à l'export, parce qu'il avait une visée internationale. Ce film clairement n'était pas que pour le marché chinois. Sont contrôlés par le ministère de la Culture chinois. Ça fait d'ailleurs des histoires pas possibles, comme Johnny To quand il va tourner Drug War en Chine continentale au lieu de tourner à Hong Kong. Enfin voilà, du coup c'est des films qui sont très très contrôlés. Il y avait notamment la polémique à l'époque de la sortie de Hero. Oui. Avec, un film qui a littéralement été une espèce de Yang Zimu, c'est ça, je crois. Ouais, c'est Zhang Yimou. Zhang Yimou avec Jet Li. Avec Jet Li, et qui était vraiment par contre une relecture métaphorique
l'arrivée de la grande puissance de la Chine unifiée, Voilà, donc de la gloire de la Chine. Quand tu le voyais, t'avais le malaise, quoi. Donc les films chinois à grand spectacle sont quand même très très contrôlés par le pouvoir en place, donc forcément tu te doutais que ça allait pas être un film extrêmement subversif. Mais pour eux, adapter cette histoire, c'est comme les Trois Mousquetaires pour nous. Sauf que les Trois Mousquetaires ont été adaptés en 3D par Anderson, donc c'est pas... Oui, c'est ça. c'est pas la même chose. Tu l'as vu les Mousquetaires 3D? Non, j'ai pas poussé le vis jusqu'à aller le voir. Mais... Meilleure adaptation de Final Fantasy. Il faut que... Bon, revenons-en à Redcliffe. Donc voilà, donc du coup, c'est un film gigantesque, épique, machin. Mais du coup, ça fait un film qui est quand même assez laborieux. C'est assez laborieux dans sa mise en place de l'histoire, parce que c'est aussi ça le truc, il faut ménager la chèvre et le chou entre tous les composants. Puisqu'on l'a dit, il n'y a pas vraiment de gentils, pas vraiment de méchants, et qu'au final, ceux qui gagnent, c'est les Chinois, et ils sont tous Chinois. Donc l'idée, c'est un peu ça aussi. C'est assez laborieux, et puis même les scènes de bataille, comme on l'a dit, c'est le début de la CGI massive en Chine. Et donc du coup, il y a des moments où les types, ils utilisent des choses qu'ils devraient pas, parce que ça fonctionne pas totalement. Enfin voilà, c'est un peu... ça traîne, ça traîne le poids de son ambition. Voilà, John Woo, il avait plus les épaules, pour faire un film comme ça, et c'est un film qui est très 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 chaotique à regarder. Où est-ce qu'on va le mettre? Où est-ce qu'on va le mettre, les Trois Royaumes? Et ben moi je le mettrais déjà, il va sous le Seigneur des Anneaux les 2 tours. C'est un film qui se rapproche un peu du Seigneur des Anneaux. Ça se rapproche un peu, mais non, alors je préfère regarder Redcliffe que le Seigneur des Anneaux. Ah non, pas moi. Je trouve qu'il y a plus de, au moins, je trouve que le Seigneur des Anneaux, il y a des passages qui réussissent plus, qui promettent que Redcliffe. Oh non, attends, il y a des mecs qui se battent avec des hallebardes dans Redcliffe. Ouais, mais des mecs qui se battent avec des hallebardes, des Chinois. Oui, non, mais là, c'est mieux que tous les les elfes en CG là. Tu prends Zou, les guerriers de la montagne magique par exemple. Tu t'es genre à des kilomètres, je veux dire. Oui, c'est vrai qu'en termes de combat, c'est pas Choyark, quoi. C'est pas Choyark, c'est pas les films de la Shaw Brothers de la grande époque. On est très très loin de ça. On est justement sur un espèce de modèle complètement hybride entre le grand spectacle américain et le péplum et cervelé et le wuxia pour occidental. Du coup, c'est une formule que je trouve vraiment vraiment pompeuse, quoi. Où est-ce qu'on le met alors? Dis-moi. Moi, je le mettrais sous Vengeance, personnellement. Au-dessus de V for Vendetta? Je crois que je mettrais même sous V for Vendetta, en fait. Mais au-dessus des 11 commandements. Voilà. John Woo, je pense pas qu'un jour il s'attendait à être classé entre Michael Youn et Nathalie Portman, tu vois. Je ne pense pas. Mais tu sais quoi? On a fini? Putain, on a fini. Bon, alors, avant que tu t'écroules... Non, ça va arriver d'un coup. Hein. Balance tout ta reco. Écoute, la reco, ça va être une sortie vidéo qui va être là aux alentours de la sortie de l'épisode, qui est une surprise, parce que c'est un film auquel je m'attendais vraiment pas grand-chose, et que j'ai finalement vraiment beaucoup aimé. C'est John Wick 2. Donc, le retour de John Wick, comme c'est écrit dans le titre, comme sur le port-salut. Donc l'histoire, c'est globalement Keanu Reeves qui se lance dans un concours de headshot et de clé de bras. Et c'est globalement tout. Et en fait, en gros, pour moi, la grande force c'est pas du gunfight, c'est du gunfu. C'est du gunfu. Voilà. C'est du gunfu. Et la grande force de John Wick 2, c'est qu'il reprend la formule de John Wick 1. En fait, c'est le même film. Enfin, vraiment, un peu de choses près, c'est le même film, sauf qu'il fait tout mieux. Et en fait, tous les problèmes que j'avais avec le premier John Wick sont résolus là, c'est-à-dire que les scènes d'action sont moins répétitives, c'est vachement plus varié en termes d'approche, etc., en termes de contextualisation. La mise en scène a vraiment passé un cran au-dessus.
aussi. Il y a des séquences, enfin, il y a des fois, on aurait on croirait du Zemeckis tellement il y a des passages vraiment, vraiment ma boule en termes d'idées visuelles et de réussite visuelle. Donc je m'attendais pas du tout à ce que ce soit à ce niveau en termes d'efficacité. Puis voilà, c'est toujours la formule, les bastons qui privilégient les plans larges, les plans longs, la mise en situation. Enfin, t'as vraiment la chorégraphie qui mise en valeur. Le moins de CG possible. Le moins de CG possible, et c'est porté par un Keanu Reeves qui est, enfin, genre, ce type-là, tu le fais pas chier à la sortie d'un bar, quoi. Littéralement, il est monstrueux. Et moi, j'avais vu justement les vidéos de préparation de Keanu Reeves pour John Wick. Et enfin, c'est l'acteur studio c'est l'acteur studio pour devenir un tueur en série, quoi. Quand il balance les bagnoles à toute berzingue sur un mec et qui se fait faucher, c'est vraiment des cascadeurs qui le font, quoi. Et il y a un tel impact. Il y a ce plan qui est incroyable où justement il est assis dans sa bagnole et t'as la portière qui a sauté et quelqu'un vient le percuter. En fait, le choc le fait sortir de la voiture. Et genre, tu vois que le mec il est vraiment sorti à ce moment-là, qu'il s'est vraiment rétabli sur le bitume. Et voilà, et tout le film comme ça, c'est-à-dire que on essaie de tricher le moins possible. Et du coup ça se ressent et t'y crois, quoi. Les bastons sont vraiment complètement ma boule visuellement, puis même en termes d'impact, et puis en termes de mise en scène, j'ai dit de montage, il y a vraiment des idées qui sont super chouettes. Et aussi ils ont tenté de l'humour. Il y a des gens qui n'ont pas du tout apprécié, mais moi il y a des scènes qui sont complètement absurdes dans John Wick 2 et que je trouve vraiment génial parce que elles sont arrivent pile quand il faut et elles durent pas trop longtemps. Enfin, et ça permet, voilà, de dire que finalement bon, ça reste un espèce enfin, c'est un film à la Commando. Enfin, c'est littéralement ça, quoi. C'est vraiment le Commando de Keanu Reeves, quoi. Il y a vraiment des trucs tellement drôles dans ce film. Alors malheureusement, dans le premier, l'idée était géniale. Il se fait tuer son chien, il décide de les tuer. Là, il y a plus de scénario, donc voilà, forcément, c'est un peu moins brut de décoffrage. Mais par contre, il fait revivre tout le lore assez rigolo avec. Il y a un hôtel, en fait, où tous les tueurs se réunissent. Et ils ont un espèce de monde secret avec leurs règles. Leurs codes, leur manière de payer. Ouais. Et où c'est totalement admis que tu es là-bas pour tuer, pour une mission. Et puis ensuite, on te reverra plus. Enfin, il y a cette scène extraordinaire où Keanu Reeves se bat contre un mec et ils finissent dans l'hôtel et puis ils se lèvent et puis ils vont boire un verre tranquillement avant de repartir. Parce qu'ils sont dans l'hôtel, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un quand on est dans l'hôtel. Et justement, enfin, tout cet univers-là était présent dans le 1, mais ils en faisaient pas grand-chose. Et là, ils le remettent. Je trouve qu'ils ont pris le bon équilibre, c'est-à-dire qu'ils le remettent vraiment. C'est au cœur du scénario de John Wick 2, mais c'est pas trop c'est pas trop présent. Enfin, du coup, et ça te donne une dimension supplémentaire à ce film-là. Et du coup, enfin voilà, c'est vraiment un film d'exploitation burné, voilà, franco. C'est voilà, comme j'ai dit, le commando de Keanu Reeves. Et donc, je recommande forcément. Donc ma recommandation, c'est un film qui est aussi un classique, un authentique classique, pas juste Keanu Reeves qui tire avec des guns. C'est Perfect Blue de Satoshi Kon, qui est ressorti il y a pas si longtemps en DVD et en Blu-ray. En Blu-ray, ouais. Et ce qui est intéressant d'abord, c'est que pour une ressortie, c'est que elle est digne de ce nom maintenant, c'est-à-dire que les précédentes éditions, c'était littéralement c'était ce moment compliqué entre le DVD et la cassette vidéo. Les versions n'étaient pas dignes, en fait, de ce film, en fait, toutes les versions qui existaient. Et là, évidemment, ça a été refait. Il y a un entretien avec Satoshi Kon, donc, qui est quand même le réalisateur, le très regretté réalisateur de ce alors, c'est pas son chef-d'œuvre, puisque chef-d'œuvre s'attribue au meilleur film. Et je tiens à dire que son meilleur film est pour moi en ce moment au top de notre classement, puisque c'est Millennium Actress, il est 3e meilleur film des années 2000. Mais Perfect Blue est un classique. C'est vraiment c'est un grand film sur une. Ouais, est-ce qu'on a besoin de raconter l'histoire ? Non. Non. Je pense qu'il faut. Non, faut le découvrir. Enfin, ouais. C'est un film d'une profondeur inattendue et voilà. C'est en fait c'est Hitchcockien. C'est voilà, Hitchcockien. Voilà, exactement. La seule référence que je donnerais, c'est que c'est Hitchcockien. Mais c'est Hitchcockien pas à la Brian De Palma. C'est sur un versant plus psychanalytique, voilà. Plus métaphorique, je dirais. Ouais. Voilà, donc c'est un film Hitchcockien réalisé par un réalisateur génial, osons le dire. Et moi, Perfect Blue, je pense que c'est mon préféré de Satoshi Kon. Ah bah bon, voilà. Bon, donc c'est un film qui a potentiellement dans le top 10 de voilà, quand on en parlera des années 90, il risque d'être
assez haut. Assez bien classé. Donc voilà. Un peu plus haut que la ligne verte en tout cas, Perfect c'est Blue une certitude. est ressorti aux éditions Kazé. Bah je crois qu'on a fini mec. Mais oui, on a fait le Ça y tour. est, est-ce que tu tiens le coup, ça y est? Ah oui, très bien. Envoyez vos fleurs et tout. Voilà, je vois des étoiles jaunes mais, et des petits moutons roses, mais des petits oiseaux. tout va bien. Ah, je vais t'amener le petit chapeau Capcom là avec les petits oiseaux sur le ressort si tu veux. On vous remercie de votre fidélité et tous vos mots gentils que vous nous envoyez à la fois sur notre compte Twitter, sur Facebook ou même que je reçois dans les mails que vous adressez à Super Ciné Battle. Ça me fait très plaisir et j'ai l'impression que c'est comme une correspondance que j'ai avec vous qui est secrète, voilà, puisque c'est épistolaire. Puisque tu ne les lis pas. Et il faudrait que j'en fasse un bouquin en fait. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça nous touche beaucoup et on vous remercie de votre fidélité. C'est quand même le 35e épisode et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter débattre de films aussi divers que Black Book, Persepolis et Lost La Grêle et le Mulet. La Grêle et le Mulet et Lost in La Mancha, quoi. Oui, et puis même on a parlé les autres fois de Moulin Rouge, de Is No Good. Voilà. Oui, on est à l'abri d'aucun cinéma et comme vous avez pu voir, le spectre est très large. Le spectre est large et là on a eu deux. Ça c'est rare qu'on tombe sur un, mais là deux en plus, deux films que ni toi ni moi n'avons vus. Oui, bah voilà, ça va arriver, je pense. Enfin, c'est logique. Hein. Ah bah oui, évidemment. Et encore, il y a des listes où je me dis non, on n'aura jamais vu ça, mais elles viendront tôt ou tard. Mais ça nous fait des devoirs, hein, du coup. Hein. Oui. Et merci encore pour toutes vos listes. Cette semaine a été très 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 abondante en niveau liste et je me suis autorisé à puiser dans les derniers mails qu'on m'a envoyés en fait. Parce que je trouvais ça intéressant de me replonger là-dedans. Je trouvais ça intéressant en fait de prendre un peu genre ce qui passait exactement aujourd'hui ou dans les derniers jours dans vos têtes et ce que vous avez décidé de nous adresser. Voilà, c'était des listes assez récentes en fait. Stéphane, dis-nous tout. Où peut-on te retrouver ? Eh ben sur Twitter, @gkpluginbaby, sur Sens Critique, Plugin Papa, Détour de Gamecult, un de ces quatre, et puis évidemment chez After Eight. Sur After Eight, puisque le prochain épisode on risque de parler de l'E3. Exactement. Peut-être on l'aura déjà diffusé d'ici la diffusion de cet épisode. Alors je sais plus le timing, mais oui, mais voilà, disons. Donc priorité à l'actu, priorité direct. Sans doute la liste de l'E3 va passer devant, mais bon, on sait jamais. Voilà, on ne sait pas, peut-être après, mais en tout cas voilà, peu importe si ça soit publié avant ou après, écoutez-le, c'est de la bonne cam. Et ben moi, vous pouvez me retrouver sur Camille Robotique sur Twitter. Je vais reprendre le chemin de l'écriture des articles réguliers car j'ai enfin fini mon bouquin. Enfin, cette biographie de René Manzor que le monde attendait. Voilà, c'est Daniel. Exactement ça. Ce bouquin consacré à Dragon Quest, je l'ai terminé. J'espère qu'il sera là à temps pour Japan Expo. J'ai mis beaucoup de cœur et surtout, je me suis cassé la tête pour faire un bouquin qui soit pas linéaire et surtout pas, quand j'entends par linéaire, qui soit pas chiant en fait. Qui parle d'à peu près tout et en même temps qui soit riche en anecdotes et qui soit pas relou. Évidemment, il vaut mieux être intéressé par les RPG. Mais bon, j'aurai l'occasion d'en reparler dans After Eight, je pense. Ouais, on reviendra dessus, ouais. On reviendra dessus, et puis voilà. Alors, en tout cas, ce sera pas dans nos recos, ça c'est sûr. Ah bah non, je vais bouquin de merde. Je vais juste rappeler à chaque fin d'épisode, achetez le livre. Achetez le livre. Faites ce que... Voilà, si vous voulez soutenir After Eight pour l'instant. Voilà, je crois qu'on a tout dit maintenant. Mais oui. After Eight et MDR aussi, que je viens d'en... Mec, j'ai enregistré 3 épisodes aujourd'hui, dont un épisode, c'est un des pires films que j'ai vu. J'ai été très très insultant. J'ai dit que c'est un film de merde, que c'était une honte, c'est pathétique. Et j'ai hâte de le voir. Attends, je suis en train de me dire, est-ce que la date de diffusion... Ouais, je peux le dire, c'est Bad Buzz. Ouais. Cauchemardesque. Si tu veux, le film avec les youtubeurs que tout le monde pensait que ça allait être nul, en fait c'est incroyable à côté quoi. C'est même plutôt un film d'horreur qui se vaut quoi. Ouais. Mais là à côté de Bad Buzz, je veux dire. C'est le Citizen Kane quoi. C'est le Ciao Pantin quoi. Faudra qu'un jour on fasse Ciao Pantin d'un Super Ciné Battle à force d'en parler. Hein. Oui, les Ciao Pantin Super Ciné Battle avec le Ciao Pantin de Michael Youn, le Ciao Pantin de Thierry Lhermitte, Voilà, on va tous les faire. Tous les films graves que tous ces acteurs comiques ont décidé de faire.
Donc merci de nous suivre et d'apprécier le concept. On apprécie aussi que vous nous laissiez des commentaires positifs et des petites étoiles sur iTunes. Donc on est disponible sur le site supercinébattle.fr où vous pouvez retrouver la master list. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Et je crois que c'est à peu près tout. Bah oui, c'est déjà pas mal. On vous embrasse très fort et on vous dit à la prochaine. Ciao, merci à tous. Bah oui, les beaux gosses, du coup, hein, suite à la pression populaire, j'ai regardé. Et alors, je dois dire que pour l'instant, hein, tes recommandations en comédie française valent beaucoup plus le coup que tes recommandations en comédie américaine. Parce que Les Beaux Gosses, effectivement, c'est super bien, vraiment. C'est vraiment super bien, c'est vraiment super drôle. Enfin, il n'y a pas un moment qui est drôle, tout le reste. Non, c'est vraiment drôle tout le long, puis c'est drôle en restant vraiment honnête par rapport au personnage. Enfin, et la musique aussi, j'ai adoré la bande-son. C'était vraiment cool, c'était vraiment bien utilisé. Enfin voilà, vraiment très bon moment. Des moments d'adolescence qu'on a tous un peu connus, pas tous à la fois, j'imagine. Et pas exactement tout ça. Voilà. Genre la branlette dans la chaussette, je sais pas d'où ça sort. Moi non plus, puis même la branlette avec un copain à côté, c'était pas trop mon truc non plus. Mais bon, tu vois, t'as toujours des trucs que tu découvres, mais tu te reconnais globalement dans pas mal de situations, soit pas forcément toi ou à travers les autres gens. Non, mais puis surtout des trucs universels comme est-ce que j'attire les filles ou pas, quoi. Et puis c'est bien vu, le casting est vraiment mortel. Mais, oui, même les acteurs que d'habitude m'ennuient, genre Naomi Lovski. Là, elle est géniale en mère délurée. Ouais, donc et vraiment, le rôle des parents est absolument sidérant. Vraiment super, quoi. Donc voilà, bah écoute, finalement, il a pas volé sa place, ce bon. Il est classé où film. Il est classé où, les Beaux Gosses? Il est 15e meilleur. Il est 15e film, actuellement. C'est quand même une super bonne place, hein, j'ai envie de dire. C'est quand même une très très bonne place. Puisqu'il est entre Ratatouille et Monster Inc. Et il est juste derrière et au-dessus de Matchpoint et d'Apocalypto, quoi. Ouais, donc c'est pas de la merde. Ah non, c'est vraiment. Donc donc tu le recommandes chaudement, c'est ouais, méritée. tout à fait. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir quand tu dis ça. Et alors moi, je peux te raconter un truc aussi sur une comédie. J'ai vu Baywatch. Ah oui, avec Dwayne Johnson. Ouais, et Zac Efron. Dans mon fort intérieur, j'espérais tellement que ça soit le 23 Jump Street, que ça soit un film drôle, hilarant comme 21 Jump Street. Tu sais que je suis team 21 Jump Street. Oui, 21 Jump Street est drôle et hilarant là, dans la même phrase. J'ai pas compris l'oxymore, mais voilà, c'est la seule chose qui pourrait nous séparer. Alors, ce sont, monsieur Andreev, des visions de la comédie irréconciliables. Exactement, mais donc j'espérais que Baywatch soit dans cette veine. Et non, Baywatch n'est pas dans la veine que tu aimerais non plus, c'est juste, il est dans la veine nulle. Il est dans la veine, rien à foutre. Alors, putain, mais genre, les 5 premières minutes te laissent espérer, quoi. Et après, je sais pas, est-ce qu'ils ont pas mis assez de beats? Parce que d'habitude, c'est très très beat chez eux. Ah bah oui, c'est... Et non, en fait, Dwayne Johnson est bon, mais il est bon sur un sommet de caca, là, quand même. Ouais, je vois le genre. Bah écoute, tu m'as bien donné envie de le voir. Beaucoup de caca, cette émission. Qu'est-ce qui se passe? C'était Super Scato Battle.